Marcelo de la Golimera est né le 18 mars 1970 à San Bernardo do Campo, São Paulo, et avait une sœur aînée, Valeria. Issu d'une famille aisée, Marcelo a eu une enfance sans difficulté et a travaillé quelques années comme employé de banque à l'âge adulte. Après la mort de ses parents, son niveau de vie s'est amélioré grâce à l'héritage, comprenant biens immobiliers et argent en banque. Vivant dans la même maison où il a grandi, Marcelo a quitté la banque et a commencé à vivre uniquement des revenus locatifs. Son style de vie était d'un niveau élevé, mais pas très sophistiqué. Ouvertement gay, il appréciait les week-ends en boîte de nuit et salles de spectacle, mais y allait presque toujours seul. C'est lors d'un de ces événements qu'il a rencontré Mariana Munoz à la mi-2012. Salut Lindo, tu sais qui je suis? C'est Marie ou Mariana Munoz. Je suis chanteuse, femme trans, une force incroyable. 20 ans de carrière, je chante, coiffe et maquille. J'ai plein d'histoires drôles à te raconter. Viens passer un moment avec moi, tu vas adorer. Mariana, performeuse et chanteuse trans, a vite conquis Marcelo. Habitante de Freguesia do Haut, un quartier de la capitale São Paulo, on sait peu de choses sur son passé. Considérée comme bonne et altruiste, Mariana utilisait son influence sur les réseaux sociaux pour solliciter de l'aide pour les pauvres et les animaux abandonnés. Son profil Instagram, toujours actif, présente des photos et vidéos où elle est avec des personnes dans le besoin, ayant besoin d'articles essentiels comme nourriture, couches, produits d'hygiène et vêtements. Son travail social s'étendait également à la Maison Florescer, un centre d'accueil pour les personnes transgenres en situation de vulnérabilité. Elle fréquentait l'endroit en donnant des conférences, en organisant des événements caritatifs, en aidant à l'administration et en collectant des dons. Mariana ne gagnait pas beaucoup d'argent avec ses prestations musicales, mais elle commençait à devenir assez populaire, ayant même réussi à se produire dans l'émission de Ratinho sur Sistema Brasileiro de télévision en 2021. En 2012, lorsqu'elle a rencontré Marcelo, leur amitié s'est née rapidement. Compatibles sur plusieurs points, comme les difficultés de la vie liées à leur sexualité, les préjugés de la société, le goût pour les fêtes, Marcelo et Mariana sont finalement devenus les meilleurs amis, développant une relation d'affection et de confiance. Tous deux étaient très coquets. Mariana, femme trans ayant déjà fait sa transition, se consacrait désormais à l'entretien de sa beauté. Marcelo faisait de la musculation et montrait fièrement sa forme sur ses réseaux sociaux. Avec le temps, il a eu recours à la chirurgie esthétique pour améliorer son image. Marcelo dépensait presque tout son argent dans l'esthétique. 8 ans se sont écoulés et, à près de 50 ans, en 2020, Marcelo allait prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Selon Mariana, il a commencé à montrer un certain mécontentement envers son apparence masculine et a décidé d'entamer un traitement pour effectuer un changement de genre. Selon Josie Rodrigues, une amie proche, Marcelo avait du mal à accepter son image. Il n'était jamais satisfait, mais elle pense qu'il n'était pas insatisfait au point d'envisager une opération de changement de sexe. Il vouait un culte à son corps et tenait beaucoup à son image. Il est difficile de croire que Marcelo voulait devenir une femme et faire une transition de genre. Donc je pense qu'il a été, je ne dirais pas manipulé, mais influencé. Pensez-vous que Marianne y a participé? Bien sûr. Cette année-là, l'idée de la transition l'a poussé à rompre définitivement ses derniers liens avec sa sœur Valérie. Leurs personnalités différentes causaient déjà des tensions, et les conflits ont éclaté cette année-là. Elle n'acceptait ni le mode de vie, ni la sexualité de son frère, et sa transition a conduit à une rupture définitive. Seul pour Marcelo, il ne restait qu'une tante âgée, Irma do Lago, âgée de 87 ans, également dotée d'une bonne situation financière. Marcelo l'aidait de temps en temps en lui apportant des soins de base, comme faire les courses lorsqu'elle en était incapable, l'accompagner à des examens de routine, etc. En retour, Irma le remerciait toujours avec une somme d'argent.
Peu à peu, Mariana a également commencé à aider Marcelo dans les soins apportés à leur tante. Bien que Marcelo soit la compagnie dont leur tante avait besoin, Mariana était la compagnie dont Marcelo avait besoin lorsqu'il était dans le besoin. Et c'est ce qu'elle a fait. Lorsqu'il a subi une intervention de comblement facial au métacrylate et a eu une réaction inflammatoire grave, Mariana s'est occupée de lui pendant des jours, lui donnant des médicaments, préparant à manger et l'emmenant à des consultations. En 2020, Marcelo a repris les interventions chirurgicales pour retirer ce qui restait du métacrylate. À cause de la réaction au produit, il a dû corriger avec la féminisation faciale. Le 18 mai, Marcelo a été admis au bloc opératoire de l'hôpital. La procédure s'est déroulée sans complications et, comme prévu, Mariana l'attendait en salle de réveil. Elle est restée avec lui pendant une journée et après que Marcelo a été autorisé à sortir, ils sont rentrés ensemble chez lui à São Bernardo do Campo, le 19. Son visage était très enflé après l'intervention. Il parlait difficilement, tout bandé et presque méconnaissable. Ils ont appelé des amis proches, surpris par son visage gonflé, mais lui ont souhaité bon rétablissement. Quelques jours plus tard, étrangement, Marcelo a bloqué plusieurs personnes de sa liste de contacts WhatsApp. Presque 2 mois se sont écoulés et, en juillet, sa maison, où il avait passé toute sa vie, a été vidée. Mariana a été vue plusieurs fois là-bas, retirant des meubles pour un ami parti à Porto Alegre qui lui avait demandé de tout gérer en son absence. Le logement a donc été loué à un couple. C'est Mariana qui a informé la tante de Marcelo du départ soudain de son ami. Mais à elle, Mariana a dit que Marcelo était parti pour l'Europe et que, de bon gré, à la demande de son ami, elle prendrait soin de la vieille dame. Mariana a fait des dons de vêtements et de la charité au nom de Marcelo. Dans une vidéo de juin, une femme remercie Marcelo d'avoir payé ses lunettes et lentilles. Bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo pour remercier Marcelo de son aide grâce à Mariana Munoz pour m'avoir donné l'argent pour mes lentilles et lunettes. J'en avais vraiment besoin, ça faisait longtemps que je cherchais, que j'essayais de trouver un moyen de faire ces lunettes et je n'y arrivais pas parce qu'ils étaient très chers ou c'était vraiment cher, je n'avais pas les moyens. Même en ce moment, je suis sans travail et donc je veux vraiment te remercier énormément, remercier Mariana, cette personne belle, merveilleuse, bénie. J'aime cette femme passionnément, c'est une personne au cœur et à l'âme pure. Et toi, tu ne pouvais qu'être son amie, n'est-ce pas? D'une personne aussi belle qu'elle. Et je veux te remercier parce que tu ne me connais même pas, tu as aidé. Mariana a soudain surpris tout le monde avec le voyage à Maceió. Après seulement quelques semaines, en août, un nouveau voyage a eu lieu à Cancún, l'une des plages les plus convoitées des Caraïbes, au Mexique. Le voyage, selon elle, avait été un cadeau de Marcelo pour tous ses efforts et son soutien pendant qu'il était loin. Elle a également eu plusieurs interventions esthétiques, dont bronzage artificiel, dents en porcelaine et injection de comblement pour les rides. C'est seulement en mars 2022 que l'absence de Marcelo s'est ressentie, principalement par sa sœur Valeria qui, bien qu'elle ne lui parlait plus, a remarqué sa longue période d'inactivité sur les réseaux sociaux. Valeria a contacté Mariana pour des nouvelles de son frère, mais a appris avec surprise qu'il avait rompu avec sa tante et disparu soudainement, de sorte qu'elle non plus ne le voyait plus. Elle a précisé que la dernière fois qu'elle avait eu des nouvelles de Marcelo, il sortait avec un criminel et devait donc s'être caché, par crainte qu'il lui arrive quelque chose. En parlant avec sa tante, Valeria a appris que Marcelo vivait en Europe sous la responsabilité de Mariana. Pour quelqu'un qui lui versait encore une allocation de 200 réals, sa tante a également confié que Mariana s'occupait désormais de toutes ses finances, y compris la gestion des biens immobiliers. C'est en allant à l'agence immobilière que Valeria a découvert que Mariana recevait les loyers grâce à une procuration signée par lui, ce qui a commencé à éveiller les soupçons de Valeria. Le 6 avril, elle s'est rendue au commissariat pour enregistrer un rapport de disparition. Au début de l'enquête, la police a découvert que la voiture de Marcelo avait été vendue en décembre 2021.
Ils ont ensuite découvert que l'ami de Mariana, Ronaldo Gomez Bertolini, avait négocié la vente à Rio de Janeiro. À la banque de Marcelo, la police a trouvé un autre indice. Comme Mariana ne connaissait pas ses codes, elle est allée à la banque pour essayer de changer les accès, en utilisant une procuration. Mais, méfiante, la directrice avait appelé le notaire et, lors de cet appel, elle a encore plus soupçonné cette situation. Mariana avait dit au notaire qu'elle était Marcelo et, du fait que les organismes lui compliquaient l'accès à ses propres comptes, une procuration serait le moyen le plus rapide en attendant le nouvel acte de naissance. Ainsi, la responsable, sans expliquer la véritable raison, a refusé l'accès au compte par procuration et a demandé à Mariana d'amener Marcelo à l'agence pour signer un document interne, ce qui n'a jamais eu lieu. En raison de ces informations suspectes, Mariana a été convoquée au commissariat pour témoigner début septembre 2022, mais avant cela, le 31 août, elle a publié sa dernière vidéo sur Instagram. Linda Lindo. Je suis juste là pour donner une explication. Il y a eu un problème, alors maintenant j'en paie les conséquences. Je ne peux pas tout dire, mais l'essentiel est que je vais bien, où que je sois. Je vous demande de continuer à donner et à aider, même en mon absence, car beaucoup en ont besoin. Au commissariat, elle a donné plusieurs versions, y compris une où elle prétendait que Marcelo aurait pu être enlevé, mais sous pression, elle a fini par avouer que son ami était vraiment mort. Dans sa déposition, Marianne réaffirme à plusieurs reprises qu'elle n'a pas tué Marcelo, mais qu'elle l'a trouvé sans vie et a caché son corps. Elle justifie cette attitude en mettant en avant des aspects négatifs de sa personnalité, alléguant des choses comme la jalousie de son corps, l'obsession, la jalousie et même certaines méchancetés qu'il aurait commises contre d'autres personnes. Une histoire confirmée par des témoins affirme que Marcelo entretenait parfois des relations intimes avec des sans-abri. Cela revenait en fait à exploiter des personnes vulnérables. Marianne a également mentionné un possible meurtre commis par lui des années auparavant, mais la police n'a jamais pu le prouver. Toujours selon elle, le 20 mai 2021, Marcel avait des douleurs corporelles, ce qui lui semblait normal après l'intervention de correction du visage. Elle l'a laissé à la maison avec ses médicaments, mais en revenant le lendemain, elle l'aurait trouvé sans vie, après ce qu'elle a conclu être une overdose de médicaments et de cocaïne. Désespérée et craignant que les autorités ne pensent qu'elle avait ôté la vie de Marcel, Marianne a jugé préférable de se débarrasser du corps. Pour cela, elle a sollicité l'aide de son ami Ronaldo Bertolini, qui quelques semaines plus tard a vendu la voiture de Marcel à Rio de Janeiro. Après avoir présenté cette version, la police a décrété la détention préventive de Marianne et Ronaldo pendant qu'ils menaient une enquête afin de vérifier l'histoire. Marianne, déjà au commissariat, est restée en détention. Ronaldo a mis du temps à se rendre, mais a d'abord accordé une interview exclusive à Camera Record. Avez-vous conscience qu'en ce moment, vous êtes en fuite devant la justice? Oui, Comptez-vous vous rendre? oui. Vous allez effectivement vous rendre. J'ai parlé avec l'avocat. Nous avons déjà fixé la remise. Probablement après l'entretien, nous irons au commissariat pour me présenter, n'est-ce pas, afin de pouvoir aller au commissariat. Vous savez que vous êtes accusé d'implication dans la mort de Marcelo? Oui, êtes-vous impliqué dans la mort de Marcelo? Dans la mort, non. Je n'ai rien fait en rapport avec sa mort. J'ai eu une participation dans les faits, mais ce n'était pas dans la mort. Son téléphone et d'autres effets ont été confisqués grâce à la levée du secret. Ce que la police a découvert dans cette histoire ne faisait que révéler le début d'un plan macabre. Le matin où Marcelo est mort, Mariana et Ronaldo l'ont mis dans un réfrigérateur, puis ont cherché une ferme. Pour se débarrasser du corps, ils ont loué une maison à Campolimpo Paulista et s'y sont rendus la nuit du 22 avec le corps de Marcelo dans le coffre.
Arrivés sur place, Mariana et Ronaldo ont estimé que brûler le corps était la meilleure solution. Alors, leur première idée a été d'essayer de le démembrer et de mettre les morceaux sur le barbecue qu'ils allumeraient avec de l'essence. Mais l'idée n'a pas très bien marché, car ils n'ont pas réussi à couper les parties, et ils n'ont pas non plus réussi à mettre le feu, parce que le barbecue s'est effondré sous le poids. Vous avez arrêté la voiture ici et sorti le corps, c'était à 2, n'est-ce pas? Et puis vous l'avez transporté, en l'amenant jusqu'ici. Tu as tenu le pied, lui de l'autre côté, très bien, puis vous avez marché ici, allons-y. Vas-y, montre-nous. Cette partie a cédé, donc qu'ont-ils fait? Ils ont pris le corps et ensuite? Il a pris feu. Un peu de feu. Ici, on n'a pas seulement mis... Le second plan était d'enterrer, mais le sol était impropre à creuser. De sorte qu'après plusieurs tentatives d'ouvrir au moins un trou à plusieurs endroits, ils ont fini par abandonner. La troisième idée a été d'essayer de brûler le corps à nouveau, mais cette fois au sol, et encore une fois, cela n'a pas marché. Enfin, comme ils ne pouvaient pas continuer à transporter le corps partout, Mariana a décidé de défigurer le visage de son ami à coups de houe, afin qu'il ne soit jamais identifié. Tu as vraiment frappé avec la houe ? Je crois que oui, avec la houe. J'ai donné quelques coups sur la tête et aussi quelques-uns, sur la bouche. Les deux l'ont enveloppé dans plusieurs draps, ont conduit jusqu'à un point sur une route et l'ont jeté en bas d'un ravin. Quelques semaines plus tard, Ronaldo a envoyé le message suivant à Mariana. Alors, je ne vais pas mentir, tu sais, j'ai juste envie de viande, saucisses, tout ce que je ne pouvais plus manger chez moi, donc j'en profite. Il faut en profiter pour prendre ce qui est bon pour nous. En contactant les enquêteurs locaux, la police a découvert que, le 30 juillet 2021, 2 mois après cet événement, une équipe de maintenance de la route Edgar Maximo Zambotto, au kilomètre 58, a trouvé un corps dans un état avancé de décomposition, 10 mètres en contrebas du niveau de la route. La police a été appelée. Les restes ont été récupérés et envoyés au laboratoire, étant jusque-là considérés comme ceux d'un sans-abri. Mais maintenant, avec la découverte de ces faits, une nouvelle analyse a été effectuée et ils ont pu confirmer, grâce à des examens, que les os étaient bien ceux de Marcelo Dolago. Ni Mariana ni Ronaldo n'ont avoué le meurtre. Ils ont seulement dit qu'ils avaient dissimulé le corps, mais cela uniquement dans des échanges de messages entre eux sur WhatsApp. Bien avant que le crime ne se produise, la police a identifié des termes comme « faire le ménage », ce qui pour eux était un terme utilisé pour l'élimination de Marcelo. La seule chose vraiment, c'est qu'on doit bien réfléchir sérieusement à comment on va faire le ménage, à son organisation, pour qu'il ne reste aucune trace pour nous à l'avenir, tu comprends? Greg, tu te rappelles ce pote dont je t'ai parlé? Celui qui fait ce ménage définitif où la maison ne se salit plus? Je lui ai envoyé un message ici, je viens d'ailleurs de l'appeler, et il m'a dit ça. Que si je pouvais le retrouver à un endroit où on se voit parfois, pour qu'on puisse en discuter correctement. J'ai dit que je demanderais le prix du ménage et ensuite il s'occupe de tout, tu comprends? Je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne ce service de ménage. Je ne sais pas si tu es d'accord. Moi, je trouve ça mieux. Comme ça, tout est garanti. Je connais son travail. Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un de confiance. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux fixer un rendez-vous et parler avec lui à 6 heures. Si tu veux venir aussi, tu peux y aller. Non, ma belle, je ne peux pas. Mais dis-moi où se trouve la ferme. J'y vais. Il n'y a pas de problème. Non. Quand ce gars arrive, je pense que tout va mal tourner, que quelqu'un va venir ou apparaître, tu vois? Pour les autorités, Mariana et Ronaldo ont planifié le crime pour garder l'argent de Marcelo. Sachant pour son opération, le plan était de le tuer en mélangeant de fortes doses de médicaments et de stupéfiants. L'enquête est certaine que tous les deux ont participé aussi bien à la planification qu'à l'obtention des moyens, à l'exécution et, ensuite, à la dissimulation. Tous deux affirment ne pas avoir participé à la mort, sauf que Ronaldo attribue à Mariana la participation, tandis que Mariana n'implique aucun des deux au moment de la mort de Marcelo.
La police pense aussi que Ronaldo, qui était au chômage à l'époque, a gardé l'argent de la vente de la voiture, en plus d'acheter de la nourriture, des vêtements et d'autres objets personnels. Il semble qu'une partie de l'argent ait servi à financer son mariage, où Mariana, invitée spéciale, a aussi chanté en direct. Pendant 1 an et demi, entre la disparition et l'aveu de dissimulation du corps, entre les dépenses personnelles, les achats, la perception de loyer et la vente de biens, comme une voiture, la police estime un détournement d'environ un demi-million de réals. En septembre 2022, Mariana a donné une interview exclusive à Camara Record. Mariana, sois honnête avec moi. As-tu tué Marcelo Lago-Limera? Non, je ne l'ai pas assassiné. Quelle était ta relation avec Marcelo? On a toujours été amis. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis parce qu'il est très possessif dans ses relations. Il est très possessif, même avec les amitiés, il est possessif. Il m'a connu lors d'un concert, il allait à mes concerts, il me voyait chanter. Il a commencé à m'offrir des cadeaux. Il m'offrait des robes pour me séduire, m'acheter, je crois. Est-ce vrai que tu voyais Marcelo comme une opportunité dans ta vie, une opportunité de gagner de l'argent? Non. Tu voyais Marcelo ambitieux? Non. Tu as donné ce genre de médicaments à Marcelo? C'est moi qui lui donnais ces médicaments. Il était en train de se remettre de l'opération. Ce jour-là, il était très nerveux, souvent au téléphone. Je lui ai alors dit que je partais et laissais ses médicaments. J'ai laissé ses somnifères et médicaments pour qu'il les prenne sans les préparer ni les donner moi-même. Le lendemain, quand je suis arrivée, je suis montée, je l'ai appelé, il y a un escalier, on monte. Quand j'ai regardé, il était par terre, alors je l'ai appelé Marcelo, il n'a pas répondu. Alors, quand j'ai regardé, j'ai essayé de lui parler, je le bougeais, il ne bougeait pas. Dans quelle position était-il? Il était allongé sur le côté. Et là, j'ai paniqué parce que j'ai pensé que je l'avais tué à cause du fait qu'il avait pris les médicaments, que j'allais aller en prison, que je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à paniquer. Et alors, tu as fait quoi? Alors, j'ai appelé Ronaldo, je lui ai demandé, j'ai dit « Ronaldo, il s'est passé quelque chose, j'ai besoin de ton aide ». L'interview complète est disponible sur YouTube, même s'il n'existe pas d'informations sur la situation de Ronaldo en prison. Selon certains témoignages, Mariana se serait bien adaptée à l'environnement carcéral. Elle est responsable de la pharmacologie de la prison, où elle aide à distribuer des médicaments hormonaux aux femmes trans. Elle est inculpée pour meurtre, dissimulation de cadavres, faux et falsification de documents. Et la date du début des audiences n'a pas encore été fixée. Actuellement, Mariana et Ronaldo sont détenus en attendant leur procès. Dès que cette affaire sera résolue, je vous en informerai ici dans l'onglet « Communauté », ainsi que via la liste de diffusion de mes réseaux sociaux, Telegram, Instagram et WhatsApp. Les liens pour recevoir les notifications de mise à jour et nouvelles affaires de la chaîne sont disponibles dans la description. Et quel est votre avis ? Pensez-vous que Mariana et Ronaldo disent la vérité ou essaient-ils, d'une certaine manière, d'atténuer la peine qu'ils risquent de recevoir ? L'affaire d'aujourd'hui a eu lieu en 2021 à Pedro II au Piauí, une ville de plus de 38 000 habitants. Maria Nercy Mourão, dite Dona Nercy, était l'épouse de Manuel Mourão. Le couple a eu 3 enfants, Venceslau, né en 78, Isadora en 79 et João Paulo en 85. La famille avait de bonnes conditions financières mais menait une vie simple et discrète. João Paulo et Venceslau souffraient donc de schizophrénie, Venceslau ayant le cas le plus grave et nécessitant des soins constants. Il ne pouvait presque rien faire tout seul et prenait beaucoup de médicaments pour contrôler la maladie. João Paulo, quant à lui, prenait aussi des médicaments, mais menait une vie pratiquement normale. Il était très intelligent et studieux, mais extrêmement timide et réservé. Il a même suivi 2 cursus universitaires, journalisme et droit.
Isadora, la fille du milieu, était aussi studieuse, diplômée en droit et a poursuivi dans ce secteur. Elle s'est mariée jeune et a eu 2 enfants. João Paulo et Venceslau ont toujours vécu chez leurs parents dans une grande maison simple. Madame Nercy n'a jamais travaillé dehors et s'occupait de Venceslau et des tâches ménagères. La relation entre les parents et leurs enfants était bonne, mais en 2020, Manuel est tombé malade et est décédé après environ 6 mois d'hospitalisation. De nombreux individus distinguent 2 périodes dans la famille Mourão. Avant et après sa mort, Manuel possédait de nombreux biens, y compris des maisons et des terrains, certains même dans la capitale, Teresina. Après sa mort, il a laissé un héritage évalué à plus de 4 millions de réés. Et c'est après cet événement que la base familiale a commencé à être ébranlée. À cette époque, Madame Nercy, déjà âgée de 70 ans, était à la retraite et recevait une pension de réversion de son mari. Venceslau avait environ 45 ans et était retraité pour invalidité. João Paulo, 35 ans, était fonctionnaire à la mairie avec un emploi sécurisé, tandis qu'Isadora, 41 ans, était avocate. Malgré l'absence du père, la famille a gardé une bonne situation financière. Après la mort de Manuel, Isadora a quitté son mari et est retournée vivre chez sa mère avec ses enfants et ses frères et sœurs. Peu après, elle a entamé une nouvelle relation. De plus, comme la maison où la famille vivait était très grande et avait plusieurs chambres inoccupées, il louait dans ces pièces. Ainsi, la résidence servait aussi de pension, et les chambres étaient principalement louées à des touristes qui visitaient la région. Mais cet argent supplémentaire provenant des locations était partagé uniquement entre Isadora et Jean-Paul, puisqu'ils étaient responsables de l'entretien des chambres et de la gestion des locations. Cependant, la relation d'Isadora avec Jean-Paul et Madame Nercy a commencé à présenter quelques conflits. Isadora voulait ouvrir une succession pour obtenir sa part de l'héritage laissé par son père. Elle voulait prendre l'argent et suivre sa propre voie. Jean-Paul, contrarié, a proposé de vendre des propriétés pour partager l'argent, ce qui déplaisait à la famille. À partir de là, une série de malentendus sérieux a commencé. Il était connu que Dona Nercy et Isadora ne s'entendaient pas bien. Mais tant que Manuel était en vie, il gardait la famille unie. Après sa mort, Isadora voulant sa part d'héritage, les disputes ont commencé. Mais à partir du 13 février 2021, la famille Mourão ne serait plus jamais la même. Vers 9h, la police a été appelée chez la famille. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé Isadora sans vie, avec plusieurs coups de couteau sur le corps. Ce qui a le plus intrigué les autorités, c'est que Madame Nercy était très calme après avoir trouvé sa fille sans vie. De plus, le corps d'Isadora était sur le lit de son frère Jean-Paul. La police a immédiatement isolé la zone et commencé l'expertise. Pendant ce temps, Madame Nercy déposait auprès des policiers. Selon elle, ce matin-là, Isadora est entrée dans la cuisine vers 6h, se plaignant d'un fort mal de tête. Elle semblait fatiguée, les yeux très rouges. Après avoir pris un médicament, elle serait allée s'allonger dans la chambre de son frère, qui dormait aussi. Agacée d'avoir été réveillée par sa sœur, João Paulo quitta la chambre et alla dormir chez Madame Nercy. Environ 1 heure plus tard, une femme aurait frappé au portail et appelé Isadora. Cette femme voulait réclamer une dette liée à la vente de vêtements. La victime, encore allongée mais déjà réveillée, aurait autorisé sa mère à laisser entrer la femme. Selon Madame Nercy, peu après, la femme mystérieuse aurait agressé Isadora et fui les lieux sans être remarquée. La vieille dame a aussi dit que João Paulo s'est réveillé peu après, mais qu'elle l'a empêché d'entrer dans la chambre où sa sœur venait d'être tuée. La police a aussitôt douté de l'histoire à cause de nombreuses incohérences et contradictions. En plus, elle ignorait comment décrire cette femme. Mais Madame Nercy n'est pas devenue une suspecte.
Au début, la police a commencé à soupçonner João Paulo et les soupçons se sont renforcés après la première expertise. Isadora est morte après des coups de couteau. Le premier coup a été fatal, atteignant une profondeur de 11 cm dans le cou et touchant l'artère principale de l'avocate. Pour le commissaire chargé de l'affaire, Madame Nercy n'aurait pas eu la capacité de porter un coup aussi profond. Quelques jours après le crime, un fait confus a encore plus intrigué les enquêteurs. Le mari de la sœur de Madame Nercy s'est présenté au commissariat avec un couteau. Selon lui, l'arme était enveloppée dans une serviette et avait été laissée chez lui par Jean-Paul le matin du crime avant que la police ne soit appelée. Même après l'analyse du couteau par la police scientifique, aucune trace de sang n'a été trouvée. Cependant, ce fait a amené les enquêteurs à élaborer deux principales théories sur ce qui s'est réellement passé ce matin-là. La première supposait que João Paulo avait tué Isadora à cause de conflits d'héritage et de disputes récurrentes avec elle. La deuxième théorie était que lui et sa mère avaient planifié ensemble l'exécution de la victime, également motivée par l'argent. Et que dans ce cas de planification conjointe, João Paulo était l'auteur du crime. Mais pourquoi a-t-il apporté un couteau chez sa tante au lieu de le cacher ou de s'en débarrasser ? À la police, João Paulo a dit que Madame Nercy lui avait demandé d'apporter la serviette à sa tante et qu'il ne savait pas que l'objet était enveloppé dans la serviette. Le 15 mars 2021, João Paulo a été placé en détention provisoire. Mais tard, quelques jours après, de nouvelles expertises ont apporté des nouveautés à l'affaire et ont désigné Madame Nercy comme l'unique responsable. Des traces de sang ont été trouvées dans la cuisine et sur une de ses robes par les experts. Il a également été prouvé que le couteau laissé chez la sœur de la vieille dame n'était pas l'arme utilisée pour le crime. Mais l'information la plus surprenante est apparue après le résultat d'une nouvelle expertise réalisée par l'experte Maria Rosimer. La professionnelle a estimé qu'il était peu probable que João Paulo soit dans la chambre lors du meurtre d'Isadora. En théorie, ce rapport le mettrait hors de cause et sa détention préventive pourrait être annulée. Mais le commissaire restait convaincu de sa participation au crime et, malgré cela, il l'a maintenu en détention. Face aux nouvelles preuves, l'étau s'est resserré et Madame Nercy a assumé la responsabilité de la mort de sa fille. Elle a fini par être arrêtée. Et en juin 2021, l'avocate de la défense des deux suspects, la docteure Esmaïla Macedo, a accordé une interview au journal do Piauí, affirmant que de nouvelles preuves changeraient le cours de l'affaire. Dans ce cas, João Paulo est écarté de la scène du crime, prouvant son innocence. Et Madame Nercy serait la seule personne qui aurait planifié et exécuté le crime. Bonjour Joelson, bonjour à toute l'équipe de télévision Cidade Verde. Y a-t-il vraiment eu un rebondissement dans cette affaire? Et je précise encore une fois que la procédure reste sous le sceau du secret de la justice jusqu'à ce que toute l'instruction soit complètement terminée. D'ailleurs, l'audience d'instruction a eu lieu avant-hier. Et lors de cette audience, bien que la défense ait déjà eu connaissance des rapports d'expertise qui ont été établis tout au long de la procédure, c'est pendant l'audience d'instruction que le grand événement s'est réellement produit. Et ce qui est encore plus surprenant dans cette affaire, c'est l'exclusion de la participation du frère d'Isadora. Toutes les preuves, Joelson, ont suffi à exclure João Paulo de la scène du crime. Docteur Ismaïla, procédons étape par étape. Je veux comprendre aussi, vous êtes l'avocate de João Paulo et de la mère aussi, donc vous êtes l'avocate des deux. En considérant donc que João Paulo n'était pas impliqué dans le crime, toute la faute retombera sur la mère. Oui, les preuves ont montré que toute la faute est dirigée exclusivement vers la mère. Tous les rapports d'expertise qui ont été réalisés, depuis les vêtements qui ont été saisis jusqu'aux déclarations de l'accusée elle-même, concordent et vont dans le même sens.
indiquant que seule la mère, Madame Maria Nessi, aurait participé à l'acte. Je vous demande aussi, docteur Ismaïla, bien que vous soyez tenu au secret de l'enquête et de la procédure, je vous pose la question. Elle a déjà reconnu sa participation, y compris l'exécution du crime contre sa propre fille, et comment l'a-t-elle fait? Elle l'a fait devant le tribunal, lors de l'instruction du procès, pendant son interrogatoire. Elle a reconnu les faits en détail devant le juge. Elle a commis l'acte en utilisant un couteau, comme cela a été constaté par la suite? Oui, d'ailleurs, il a été constaté par l'expertise qu'une personne de corpulence ordinaire aurait pu porter les coups qui se trouvaient sur le corps d'Isadora. Et alors, lors d'une reconstitution, n'est-ce pas, ils ont réussi à prouver qu'une seule personne suffisait, qu'il n'était pas nécessaire d'être deux, par exemple, pour commettre le crime. Ils ont aussi prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'être deux et qu'il n'existait aucun élément de preuve montrant que João Paulo ait même été sur la scène du crime, comme il l'a toujours affirmé, qu'il n'est jamais entré dans la chambre, qu'il a seulement appelé la police. La semaine suivante, le même journal a présenté la version de la police, réaffirmant que João Paulo était bien sur la scène du crime. Eh bien, mais la police s'est manifestée après cette déclaration des avocats ou de l'avocate de la défense des deux. La police confirme les conclusions de l'enquête, notamment l'expertise technique, établissant que les deux étaient présents sur les lieux du crime, y compris Joelson qui nous a donné l'information ici sur télévision Cidade Verde. Nous allons vous montrer, à partir de maintenant, une animation vidéo qui a été réalisée par les experts, puisqu'ils ne vont pas diffuser de photos à l'extérieur. La situation là-bas, vraiment, le décor est effrayant, n'est-ce pas? Donc, pour illustrer, sans choquer davantage, parce que l'affaire en elle-même provoque déjà toute cette stupeur, une animation vidéo a été réalisée pour montrer où se trouvaient les deux personnes dans l'affaire, le fils et la mère, et aussi la position dans le lit où se trouvait Isadora. Et selon ce travail, elle a commencé à être frappée alors qu'elle dormait encore. Nous allons suivre le reportage de Tiago Melo. La reconstitution montre la version de la police. L'homme représente João Paulo mourant, c'est lui qui tient le couteau et porte les coups à sa sœur Isadora, qui dort dans le lit. L'expertise a convaincu la police que la position des coups favorise la projection de sang. Retrouvée sur la robe de la mère, Maria Nersi, présente avec João Paulo, observant et assistant à l'assassinat de sa fille. Un doute? Nous n'avons aucun doute que la personne qui a commis l'acte principal du type pénal, c'est M. João Paulo. Évidemment, il a été aidé dans toute la machination criminelle par sa mère. D'ailleurs, elle est inculpée pour co-auteur de l'homicide et pour fraude procédurale. En tant que tutrice légale de Wenceslau, Madame Nersi a pu rester en détention préventive à domicile, pendant que João Paulo restait en prison en attendant son procès, ce qui a pris presque 1 an avant d'avoir lieu. Le procès a débuté en mars 2022 et, le 16, Dona Nersi a présenté une version avec plus de détails sur tout ce qui s'est passé le matin du 13 février 2021. Alors elle a dit, « Tu es une vieille très... » Elle ne m'appelait pas maman. « Tu es une vieille misérable, cardiaque, 70 ans. Tu as déjà assez voyagé. » Elle a dit, « Je vais dormir là, un peu, et quand je me réveillerai... » Si vous n'alliez pas mieux, elle parlerait au médecin et que le 15, elle commencerait à prendre ses dispositions. J'allais prendre sa carte de l'Ordem dos Advogados do Brasil et aller à la Bradesco pour annuler ma retraite. Alors j'ai dit, ne fais pas ça parce que comment vais-je vivre? Elle a dit, je ne sais pas. Et puis elle ne m'appelait jamais maman en aucune façon. Tu peux continuer? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste savoir ce qui s'est passé vers 8 heures. Elle y est allée, a pris un médicament et est partie. J'ignore lequel, mais elle est revenue avec les yeux très rouges. Je lui ai même dit, « Pourquoi tu n'es pas allé directement chez le médecin? Tu n'avais pas ta voiture? » Alors elle y est allée.
Au lieu de se coucher dans sa chambre vide, elle s'est installée au centre du lit de Jean-Paul. Et Jean-Paul avait travaillé pour l'UNAPA jusqu'à 2 heures du matin, puis j'ai vu Jean-Paul se lever, ça faisait 10 minutes. Il a dit « Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je peux m'allonger pour dormir parce que j'ai très sommeil, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures et je suis fatiguée. » J'ai dit « Regarde, dans ma chambre, il y a 3 lits. Il y en a un où Isabelle dort et il y en a un, celui du milieu, c'est le mien. » Alors il est allé dans ma chambre, il a fermé la porte et il est resté là. J'ai dit « Eh bien maintenant, ferme la porte que je vais écrire. » Alors j'y suis allée, voilà. Alors je me suis souvenu comme elle a dit qu'elle allait me tuer et qu'elle allait faire du mal à tout le monde ici. Je vais aller voir si elle bouge ou si elle dort. Elle dormait vraiment profondément, elle était allongée bien au milieu du lit, le côté du cœur vers le haut et l'autre vers le bas. Alors j'avais pris le couteau parce que je me suis dit c'est aujourd'hui ou jamais, ou bien c'est elle qui me tue en premier. Alors j'ai donné le premier coup, n'est-ce pas? Là, elle a attrapé mon bras et a résisté. Alors j'ai continué à frapper, n'est-ce pas? J'ai continué à frapper, je me suis dit, parce qu'elle va me prendre ce couteau et va tuer tout le monde. Alors j'ai continué à frapper, mais je n'ai pas compté combien de coups j'ai donné. Un comme ça sur le côté, puis elle est restée allongée face contre terre. Alors, madame, vous admettez avoir tué Isadora Santos Mourão? J'avoue. Je sais, madame, vous l'avouez. Je sais que c'est mal, je sais que c'est très mal, mais on dit que tuer pour se défendre n'est pas un péché. Mais moi, sachant que c'était un péché et que je faisais quelque chose d'horrible, horrible, quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, même pas une jeune poule de la campagne, mais je ne faisais pas ça. Pourtant, elle était très méchante avec moi. Je ne souhaite à aucun parent de vivre ce que j'ai vécu. Parce que je vivais là-bas chez moi, je ne supportais plus, j'allais devoir quitter cette maison, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et il y a beaucoup de gens qui me jugent très mal, mais je ne suis pas mauvaise, non, je ne suis pas mauvaise, je vais le dire tout de suite, je ne suis pas mauvaise. Je suis une bonne Nercy. J'ai su élever mes enfants, j'ai très bien élevé mes enfants pour qu'ils respectent, pour qu'ils soient respectés et qu'ils étudient et tout ça. Malheureusement, j'ai constaté ce problème, mais ce n'était pas Zanoto. Et juste pour conclure mon interrogatoire, je laisse les parties poser des questions, c'est juste pour confirmer. Madame, vous confirmez que vous avouez l'homicide et vous confirmez donc que vous l'auriez fait seul. Vous n'auriez pas... C'était seul. Non, ce n'était pas moi toute seule en fait. Une chose qui attirait beaucoup l'attention du parquet était le fait que, quelques semaines avant la mort d'Isadora, Madame Nercy avait réglé un carnet de services funéraires qui était en retard depuis 9 mois. Cela a suscité encore plus de polémiques, laissant entendre qu'il y avait peut-être eu une préméditation du crime. Interrogée, Madame Nercy a dit vouloir seulement prendre des précautions, surtout à cause de la pandémie. Mais pour beaucoup, cela indiquait que l'assassinat avait été prémédité. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Je voulais que vous me racontiez, avoir l'information, ce que vous avez déjà dit à la première audience. Concernant le paiement du plan funéraire, quand avez-vous réglé ce plan funéraire et comment cela s'est-il passé? Qui vous a accompagné? Quand avez-vous payé? Que retenez-vous? L'avant-dernier. Quand mon mari était à l'hôpital, il est resté 6 mois et 12 jours hospitalisé à l'hôpital São Marcos. J'ai payé après 1 an, j'ai dû emprunter car Rosinha allait à la maison funéraire ici, alors que j'étais déjà à Peixemundo. Alors, Madame Nercy, si vous payez tout, on peut faire une réduction. J'ai dit, oh Zénie, je n'ai pas d'argent, mais prépare-toi, je vais payer, je trouverai une solution. Vous vous souvenez quand et à qui vous avez payé? Le jour? Non, le premier? Non. Alors, quand c'était à l'époque de cette pandémie où n'importe qui pouvait mourir, n'est-ce pas? Ça pouvait être moi, ça pouvait être elle, ça pouvait être João Paulo, ça pouvait être Wenceslau, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit, oh Zénie, je suis allée à la banque régler l'affaire. Elle a dit, partez d'ici, venez par là, Madame Nercy, laissez-moi envoyer l'employé chercher l'argent là-bas. Puis elle a dit comme ça, vous allez payer jusqu'à quand? J'ai dit, femme, calcule, jusqu'à quand?
Jusqu'à quand ça ira avec ce que j'ai ici, mon argent, l'argent que j'ai ici, jusqu'à quand ça ira? Regarde ça. Elle a dit, Madame Nercy, ça va jusqu'en février, car vous payez 70 réais. J'ai répondu, j'envoie le garçon régler cela. Mais ce n'était pas en pensant à la mort d'Isadora, ni à ma propre mort, ni à celle de Jean-Paul. Ça aurait pu être moi ou n'importe lequel des autres, tu vois, parce que j'aurais pu attraper la maladie, tu comprends? Et puis, il n'y avait même pas de mutuelle, mais ce n'était pas ça. Je suis partie avec Jean-Paul, puis elle a dit, sors d'ici, va-t'en. Vous êtes allé avec Jean-Paul à l'agence pour régler ce contrat, n'est-ce pas? Il est allé avec moi à la banque. Vous comprenez? Je ne marchais pas. C'était trop loin à marcher. J'avais peur de tomber là-bas. Vous aviez des difficultés à vous déplacer, n'est-ce pas? Oui, oui. Jean-Paul vous accompagnait pour cette raison? Oui, il m'accompagnait toujours à cause des marches, car il craignait que je tombe. Vous utilisez une béquille depuis longtemps? Hein? Vous utilisez une béquille depuis longtemps? Après avoir été hospitalisé en soins intensifs, maintenant au mois de juillet, j'ai commencé, le médecin me l'a recommandé. J'ai passé plus de presque un mois à l'hôpital. D'accord. Je ne tenais plus debout, je tombais sans cesse. Malgré le témoignage, le ministère public maintenait que Jean-Paul et sa mère avaient planifié le crime. Surtout parce que Madame Nercy n'avait pas la condition physique pour faire tout cela toute seule, et que la motivation serait liée à l'héritage d'environ 4 millions de réés laissés par le père de la victime. Le petit ami d'Isadora Mourao, Marcos Antonio Viana, a déclaré au tribunal que l'avocate était très proche de son père, et qu'après sa mort, la mère et le frère se sont retournés contre elle, et que, à cause de cela, elle a commencé à réclamer sa part de l'héritage. Il a ajouté que la famille avait changé les serrures d'une maison à Teresina et ne lui avait pas donné la clé, et qu'il l'avait empêché de fréquenter une propriété rurale. Il a aussi dit qu'elle avait une dévente offerte par Donna Nercy, mais que Nercy et Jean-Paul voulaient en vendre la voiture. Et il a ajouté qu'Isadora avait déjà exprimé que son frère avait un profil de psychopathe. Ayant déjà étudié ce sujet à l'université, elle pensait que son frère correspondait à ce profil. Marcos s'est enfin souvenu qu'Isadora était une bonne petite amie et qu'il a souffert des mois de sa perte. L'enquêteur de la police civile du Piauí, qui par coïncidence s'appelle aussi João Paulo, a témoigné. Il a participé aux investigations et a affirmé qu'Isadora est décédée avec 9 coups de couteau et que 2 armes blanches ont été utilisées dans le crime. Toujours selon lui, pour la police civile, il était pratiquement impossible que Madame Nercy ait commis le crime seule, comme le soutenait la défense des 2 accusés. Il a déclaré que sa mobilité limitée et la force de son corps empêcheraient un tel résultat. La police a aussi révélé que l'accusé João Paulo avait envoyé un billet à la victime quelques jours avant le crime. Et ce billet disait exactement ceci. Isadora, ne touche plus jamais à mes affaires sans ma permission et ne crée aucune confusion impliquant mon nom et celui de notre mère. Occupe-toi de tes affaires, de ta vie et ne crée jamais de confusion inutile, ni pour toi ni pour nous. Arrête de créer des problèmes et de te nuire. Prends soin de toi, oublie la vie des autres, occupe-toi bien de tes enfants, essaie de t'organiser dans ta vie. N'oublie pas que nous avons une mère déjà âgée et un frère spécial dont nous devons prendre soin avec attention. João Paulo Mourão. Même avec l'avis de l'experte Maria Rosimer, le parquet insistait sur la version selon laquelle João Paulo était l'auteur du crime et que la mère et le fils avaient planifié l'action ensemble. Outre la condamnation de Madame Nercy, le ministère public voulait aussi celle de João Paulo. Cependant, le procès a fait surgir des doutes et, selon la loi, l'accusé doit être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Le verdict du procès est tombé le 17 mars 2022. João Paulo a été déclaré innocent par 4 voix contre 3 et a pu sortir de prison. Le témoignage de la médecin légiste a joué en sa faveur. Elle a réaffirmé qu'il était improbable qu'il se trouvait dans la chambre au moment du crime.
Quant à Madame Nercy, elle a finalement été condamnée à 19 ans et 6 mois de prison pour homicide triple qualifié et fraude procédurale. Cependant, elle a eu le droit de rester en détention à domicile en raison de son âge avancé et parce c'est la responsable légale de son fils, Venceslau. Le ministère public a fait appel du verdict, car ils estiment toujours que les coups ont été portés d'une manière qu'une personne de 70 ans ne pourrait pas réaliser. Toujours selon le ministère public, Madame Nercy aurait assumé toute la responsabilité pour protéger João Paulo, sachant qu'elle aurait le droit de rester en détention à domicile. Cette information aurait pu être donnée par João Paulo lui-même, qui, comme je l'ai dit précédemment, a fait des études de droit. Concernant les enfants d'Isadora qui étaient à la maison lorsque tout s'est passé, rien n'a été publié avec certitude. Les rares sources indiquent seulement que tous deux ont été écartés de la vie de Dona Nercy et João Paulo. Très probablement, ils sont avec leur père. Aujourd'hui, João Paulo est officiellement considéré comme innocent et Dona Nercy, considérée comme la seule auteure du crime, n'est plus en régime fermé, elle purge sa peine à domicile. Le premier protagoniste de l'affaire d'aujourd'hui, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, fils d'immigrants portugais, est né le 14 décembre 1961 et vivait dans le Pernambouc. Jorge, homme cultivé au vocabulaire riche, a vécu enfant au Portugal avant de revenir au Brésil. Diplômé en éducation physique, ceinture noire de karaté, il donnait des cours de ce sport à Olinda. Malgré tout cela, il souffrait de schizophrénie paranoïde, comme il le disait lui-même. Selon Jorge, dans son enfance, lorsqu'il jouait avec ses amis, il pouvait voir des esprits parmi eux, et lorsqu'ils n'étaient là pas visibles, il pouvait les entendre. Déjà à l'adolescence, il était surpris par son père en train de parler tout seul, et disait qu'une apparition féminine l'accompagnait toujours, même à l'âge adulte. Il raconte qu'à l'université, il avait un mentor spirituel qui l'aidait dans ses matières. Il a également dit que son propre père, après son décès, lui apparaissait pour lui enseigner. Jorge a fréquenté des cliniques psychiatriques à plusieurs reprises, mais les hospitalisations ont été de courte durée, sans le temps nécessaire pour un traitement approprié. Le deuxième personnage est Isabelle Christine da Silveira, née le 12 mai 1961. Elle n'avait pas terminé l'école et, pour aider aux dépenses de la maison, elle travaillait comme femme de ménage et faisait de petits boulots. À l'église, elle rencontra Jorge. Isabelle voulait changer de vie et le voyait comme une chance. Jorge, au profil accueillant, tomba sous le charme d'Isabelle, sentant qu'il pouvait lui offrir le bonheur qu'elle désirait tant. En 1984, à 22 et 23 ans, ils se sont mariés. Durant la fête, Jorge a eu une crise. Armé d'un couteau, il a menacé de tuer tous les invités. Pourtant, Isabelle a pardonné son mari et le mariage a continué. Maintenant mariée, pour aider aux revenus, Isabelle préparait des empadas et des coccinhas à vendre, tandis que Jorge donnait des cours de karaté. Le troisième personnage est une jeune fille nommée provisoirement Jessica Camille. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Jessica est née en 1986 et en 2003, alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle a rencontré Jorge. À l'époque, il avait 42 ans et était son professeur de karaté à l'académie. Avec le temps, ils se sont rapprochés, sont tombés amoureux, mais il ne voulait pas mettre fin à son mariage avec Isabelle. Il l'a invitée à devenir sa maîtresse, ce qu'elle a accepté, et a convaincu son épouse d'accepter cette relation. Jorge et Jessica sont restés ensemble jusqu'en 2008, puis Jorge et Isabelle ont déménagé à Garanhuns. Jessica a fui de chez elle et est allée vivre avec eux. Avec l'union des trois, on ne sait pas exactement comment certaines idéologies que Jorge avait ont fini par se consolider. C'est ainsi qu'est née, au milieu de trois esprits cruels et diaboliques, une secte créée par Jorge, appelée le Cartel. Cette secte avait pour objectif la purification de l'humanité. Pour cela, il devait exterminer les femmes qui avaient déjà des enfants, mais qui n'étaient pas capables de les soutenir,
car selon eux, ces femmes mettaient au monde des personnes qui allaient en souffrir. Elles devaient être éliminées, mais elles auraient la chance de voir leurs âmes purifiées avant que le passage ne soit effectué. Cependant, les entités qui parlaient avec Georges n'autorisèrent les sacrifices que s'il était confirmé que les victimes avaient un lien avec le nombre de la bête. Cette confirmation était faite par la numérologie, à travers les noms, les dates de naissance ou les documents en général des victimes. Le plan était de publier des offres d'emploi de baby-sitter pour trouver ces femmes. Pendant cette période, entre Olinda et Garanance, Jessica a eu une fille avec Georges. En février 2012, Isabelle a abordé dans la rue une jeune femme de 30 ans, Gisèle Helena da Silva, surnommée Geisa des Prospectus. Mère de 2 enfants, Isabelle a proposé un poste fictif de nounou avec un salaire et demi, ce qui était rare à l'époque. Malgré cela, Geisa a accepté. Alors, le 25 du même mois, elle est allée chez Isabelle, d'où elle n'est jamais ressortie. 3 semaines plus tard, en mars 2012, Alexandra da Silva Falcaon, 20 ans, emmenait son fils à une consultation au centre de santé. Dans les transports en commun, elle a rencontré Isabelle qui lui a proposé un poste de femme de ménage et de nourrice, promettant un salaire et demi. Le 12 mars, Alexandra s'est rendue chez Isabelle, d'où elle n'est jamais revenue non plus. On ignore combien d'autres victimes ce groupe aurait pu attaquer à cause de leur totale inattention. Ils ont été arrêtés à cause d'un autre crime, l'utilisation frauduleuse de la carte de crédit d'autrui. Les parents d'Alexandra, déjà inquiets de son absence de nouvelles, ont reçu chez eux la facture de sa carte de crédit. Avec les transactions effectuées après le jour de la disparition, le 12 mars, ils en ont immédiatement informé la police. La vérification des caméras de sécurité de l'établissement a permis de voir la date et l'heure de l'achat. Et sur les images, un homme d'âge moyen et une femme apparemment jeune. La police n'a pas mis longtemps à les identifier et, ainsi, le 11 avril, les officiers ont frappé à leur porte. Sur place, il y avait Georges, Isabelle, cinquantenaire, et Jessica, 22 ans. Seuls Georges et Jessica ont été arrêtés car ils figurèrent sur les images et devaient expliquer leur présence. En possession de la carte d'une personne disparue, ils ont prétexté l'avoir trouvée et ont nié toute connaissance. C'est l'attitude de la fille du couple, qui n'avait alors que 5 ans, qui a changé à jamais le destin de tout ce groupe. Mon père enterre des gens ici dans le jardin. L'information a choqué les officiers qui, sans hésiter, ont commencé à creuser dans le jardin. C'est là qu'ils ont trouvé les corps de Gisèle et Alexandra. Ainsi, Isabelle a également été arrêtée et, ensemble, ils ont avoué être les auteurs des crimes. Quant à l'enfant, elle a été confiée à l'aide sociale. Ce qui n'était au départ qu'une enquête pour découvrir ce qui était arrivé à la disparue, s'est finalement révélé être l'un des crimes les plus cruels du Pernambouc. La fouille de la maison, à la recherche de preuves, a permis de découvrir des choses incroyables. Des bandes, des cassettes, des carnets de notes, des dessins illustrant les idéologies et les dessins macabres auxquels le trio s'adonnait. Il y avait aussi un livre fait « Maison » écrit par Georges lui-même, intitulé « Révélation d'un schizophrène », composé de plusieurs chapitres. Avant de vous présenter quelques extraits de ce livre, je vais vous lire comment il se décrit lui-même dans la biographie de ce document, ouvrez les guillemets. Jorge Beltrão Negro Monte da Silveira, fils d'immigrants portugais né à Recife, a grandi sous la dictature sans jamais cesser d'exprimer ses idées. Ancien professeur d'éducation physique, diplômé de l'université de Pernambuco, ancien professeur de karaté, écrivain, acteur, auteur, compositeur et musicien schizophrène depuis sa jeunesse, il n'a jamais cessé de suivre sa propre voie. Une route ardue, pleine de hauts et de bas, mais qui ne l'a jamais découragé. Fin de citation. Quant au livre, qui contient environ 30 chapitres, il y décrit son enfance, son adolescence, ses relations et surtout les croyances et les actions de son groupe. Chapitre 5. La femme flottante venait de la maison de Belle, une petite amie.
Comme le quartier où elle habitait était loin du mien, j'y allais et revenais à vélo. Un soir, je suis parti de chez elle plus tard que d'habitude, et sur le chemin du retour, les rues étaient désertes. Quand je m'en suis rendu compte, je n'étais pas seul car une femme m'accompagnait. Elle était belle mais exotique. Ce qui m'a effrayé, c'est qu'elle était complètement immobile et flottait au-dessus de moi. Quand je suis arrivé sur le trottoir devant chez moi, elle a tout simplement disparu. Chapitre 24. Le plan macabre pour détruire l'adolescente maudite. Profitant de l'absence de l'adolescente maléfique, j'ai élaboré un plan avec Belle et Jessica. Nous avons conclu qu'il fallait la tuer, la découper et enterrer chaque partie séparément dans des lieux différents. C'était une nuit de forte pluie, d'éclairs et de tonnerre. La créature maléfique était dans une chambre de la maison. Je regarde Belle et Jessica, signifiant que cette nuit serait idéale pour éliminer le mal. L'instinct meurtrier existe en chacun et se manifeste dans de telles situations. Chapitre 26. La divisée. Belle, Jessica et moi avons mangé la chair du mal comme lors d'un rituel de purification. Le reste, c'est l'intérieur de notre cour. Il y avait aussi un cahier utilisé comme journal intime par Jessica, où pratiquement à chaque page, elle montrait son amour et sa dévotion à Georgé, qu'elle appelait dans le document « Mnanten ». Monté. Monte me conseille, ces enseignements sont très durs, mais ils servent d'apprentissage. J'ai eu besoin des expériences de mon homme Monté pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je remercie mon maître de vie qui m'enseigne à chaque instant, à chaque moment, d'être son éternel apprenti. Je suis très heureuse, tu es mon cadeau, tu es tout dans ma vie, je me sens une femme complètement épanouie. Sur une cassette, il y avait déjà l'enregistrement maison d'un court-métrage appelé « Esprit ». La production dont les protagonistes étaient Jorge et Isabelle, qui apparaissent beaucoup plus jeunes car elle a été tournée en 1994, raconte l'histoire d'Hélène, une femme tourmentée par l'esprit de son mari cannibale. La vidéo contient des scènes de séduction, de violence, de meurtre, de cannibalisme et de dissimulation de cadavres. Ce qui a peu à peu amené les policiers à soupçonner que la vie imitait l'art. Lors de ses aveux, Georges a déclaré que les deux victimes avaient subi un rituel de purification incluant le cannibalisme. Il se disait ange vengeur, tuant pour offrir à la victime la chance de se repentir. Ainsi, elle pourrait accéder au royaume des cieux. Comme mentionné, les victimes Stévin choisies selon des faits précis indiquant un lien avec le nombre 666. Georges n'a pas su expliquer la confirmation donnée par les voix pour la mort de Gisèle, mais celle d'Alexandra. Ce furent les numéros de sa carte d'identité qui ont fini par servir de signe pour la procédure. Les 3 derniers chiffres de sa carte d'identité étaient le 666. Georges a ajouté que l'étape suivante portait sur le droit de la victime. Maintenant pardonnée par le royaume divin en tant qu'être humain, elle, consciente de ses péchés, doit purifier son corps. Et les confessions et absurdités ne s'arrêtaient pas là. Au commissariat, Isabelle a avoué beaucoup de choses, avec des détails absurdes et incroyables. Les gars, j'avais mis dans la vidéo presque tout l'audio du témoignage d'Isabelle avec sous-titres. Cependant, à cause de la politique de contenu sensible, j'ai retiré la vidéo pour préserver sa portée. Pour ne pas vous laisser sans rien, j'ai mis cet extrait dans une vidéo à part. Le lien est ici, dans la description et aussi dans l'une des cartes à la fin de cette vidéo. Les informations ont éclaté au grand jour et la population a été choquée. Beaucoup ont été psychologiquement perturbés, se demandant quelles seraient les conséquences de cela sur l'organisme de ceux qui ont consommé ces aliments. Et en même temps, d'autres groupes sont allés chez les accusés, maintenant déjà vides, pour tout casser et y mettre le feu. Face à l'ampleur de l'affaire, la diffusion des photos des 3 dans tous les médias a révélé un nouveau fait. Une famille a contacté la police, affirmant avoir reconnu Jessica et disant que ce n'était pas son vrai nom. Elle s'appelle Bruna Cristina Oliveira da Silva, disparue depuis 2008. Et c'est ici que la police a fini par découvrir d'autres crimes, usurpation d'identité, enlèvement et meurtre. Bruna avait fui de chez elle en 2008 pour vivre à Olinda avec Georges et Isabelle,
Mais qui était donc Jessica Camilla en 2008 ? Jessica, jeune fille de 17 ans, née le 4 septembre 1990, mère d'une fillette de presque 2 ans, vendait des bonbons au feu de circulation d'Olinda. La jeune fille a été abordée par Isabelle, qui lui a proposé un poste de femme de ménage et le paiement d'un salaire et demi a priori. Jessica, très heureuse, en a parlé à ses parents, mais ils se sont méfiés d'une telle rémunération inhabituelle. Malheureusement, sans les écouter, en avril, elle s'est rendue chez Isabelle, sur le lieu de travail. Jessica, qui avait emmené sa fille avec elle, a été attaquée et tuée, certaines parties de son corps ayant été placées à l'intérieur de la structure de la maison qui était en rénovation, comme sous les sols et les murs. Elle est ainsi devenue la toute première véritable victime du groupe. Sa fille, quant à elle, a fini par tout voir et a été recueillie par la famille. Bruna a pris l'identité de Jessica, s'est présentée comme la mère de l'enfant et a même réussi à falsifier des documents pour obtenir un nouvel acte de naissance pour la fillette. Elle a alors ajouté Georges comme père. Ils ont déménagé à Garanin juste après. En 2013 et 2014, le trio a accordé des interviews à des chaînes de télévision. Bien qu'ils aient précédemment reconnu les crimes, maintenant éloignés, ils affirmaient de tous qu'ils n'étaient pas responsables des actes. En 2013, lors d'une interview privée, Georges affirmait que Bruna était la menteuse derrière tous les crimes, les organisant et les exécutant. En 2014, lors d'une interview, il a admis avoir participé au crime, mais affirmait toujours que Bruna mentait. Bruna a nié sa participation, affirmant que Jorge et Isabelle choisissaient les filles. Et elle, parce qu'elle était dans la maison et subissait des menaces, finissait aussi par exécuter. Elle a également déclaré qu'elle n'a jamais réussi à s'enfuir, car elle aimait vraiment Jorge et n'a jamais eu le courage de dénoncer, car elle avait peur, selon ses propres mots, de finir par devenir une balance. Isabelle niait tout, disant qu'elle connaissait les faits, mais qu'elle avait à peine assisté aux exécutions. Elle a aussi nié prendre des collations avec les victimes, contredisant sa déposition au commissariat. Elle a affirmé avoir donné ces informations au commissariat sous la pression policière, déclarant que c'était ce qu'il voulait entendre, sinon elle serait battue. Les procès des accusés ont été menés ensemble, mais dans des procédures pour des affaires différentes. La première audience a eu lieu en novembre 2014 et s'est basée sur les crimes commis en 2008, Jessica Camilla. À cette occasion, chacun rejetait la responsabilité sur l'autre. Mais au final, pour les crimes de meurtre, de cannibalisme, de dissimulation de cadavres, d'enlèvement de la fille de la victime, de falsification de documents et de fausses déclarations, Georges a été condamné à 23 ans de prison, Isabelle et Bruna à 20 ans chacune. 4 ans plus tard, en décembre 2018, le procès concernant les 2 autres victimes, Gisèle et Alexandra, a eu lieu. Pendant l'audience, Jorge courtisait Bruna, lui embrassant la main, et Bruna, à plusieurs reprises, riait à gorge déployée, tandis qu'Isabelle était assise entre eux, avec un air triste et préoccupé. Les 3 ont été condamnés pour double homicide, assassinat, cannibalisme et dissimulation de cadavres. À cette occasion, tous ont vu leur peine réévaluée. Georges a été condamné maintenant à 71 ans, Isabelle à 68 ans et Bruna à 71 ans et 10 mois de prison. En ce qui concerne les familles des victimes, on en sait peu, mais on peut imaginer à quel point elles souffrent encore aujourd'hui d'avoir perdu leurs proches à cause d'un trio aussi cruel. La petite fille, la fille de Jessica, dans ce cas, la vraie Jessica, vit aujourd'hui avec sa grande-tante, elle suit un accompagnement psychologique et, à ce que l'on sait, elle mène une vie psychologiquement saine. Maria Eduarda Silva Barreto est née en 2006 à Rio de Janeiro.
En 2023, elle avait 17 ans et étudiait en terminale au lycée d'État Dr Newton Alves à Atafona, São João da Barra. Maria Eduarda, jeune fille peu sympathique d'une famille modeste, aimait se faire des amis et sortait avec Lucas Souza, 16 ans. Elle adorait les affaires criminelles et les histoires de tueurs en série, et c'est justement cela qui l'a rapprochée de son camarade de classe, Gabriel da Conceição Bento, âgé de 18 ans. Jusque-là, tous deux menaient une vie scolaire normale, semblaient en bien s'entendre, se connaissaient depuis quelques années, mais ce n'est qu'en 2023 qu'ils ont réellement commencé à devenir amis. Le 1er décembre de cette année-là, un vendredi, Gabriel l'a invité à venir chez lui après les cours. Il possédait un livre relatant l'histoire de plusieurs femmes meurtrières. Et comme il l'avait déjà lu, il avait l'intention de lui offrir le livre en cadeau. Mais ce qu'elle n'imaginait même pas, c'est qu'en réalité, l'invitation était un piège. À l'heure convenue, Maria Eduarda s'est rendue chez Gabriel pour récupérer le livre. Le jeune homme vivait au fond d'un terrain qui appartenait à sa sœur. Et une fois que Maria Eduarda était sur place, elle a été attaquée par Gabriel, qui a étranglé la jeune femme de ses propres mains. Après avoir constaté la mort de la jeune fille, il aurait commis un abus sexuel. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il a même essayé de manger des parties du corps de la victime, arrachant un de ses seins et le mâchant. Il a ensuite utilisé le téléphone de la victime pour usurper son identité. Et il a envoyé des messages à Lucas, le petit ami, lui demandant d'aller aussi chez Gabriel. Il voulait attirer le jeune homme pour lui faire pareil. Lucas, croyant parler à sa petite amie, a accepté la demande et s'est rendu chez le criminel. Gabriel l'a accueilli à la porte et l'a mené à l'arrière, où gisait le corps de sa petite amie. Et dès que Lucas a vu Maria Eduarda dans cet état, il a à peine eu le temps de s'enfuir. Il a été attaqué à coups de couteau par le jeune homme alors qu'il luttait pour sa propre vie, recevant des coups dans le dos, le cou, les bras et les mains. Lucas criait à l'aide. C'est alors que la sœur de Gabriel, qui se trouvait dans la maison d'en face, a entendu les appels à l'aide et est allée voir ce qui se passait. En arrivant sur les lieux, elle a vu à travers une fenêtre brisée que Lucas était couvert de sang. Il avait réussi à se débarrasser de Gabriel, s'était enfermé dans une chambre et avait brisé la fenêtre pour fuir, mais les barreaux l'ont empêché de sortir. J'ai entendu quand il a brisé la fenêtre et crié « Au secours !» Aussitôt, pieds nus, j'ai pris le balai et suis sortie en courant. J'ai cassé la fenêtre et tenté d'ouvrir la porte, lui demandant d'ouvrir. Il était ensanglanté, le visage coupé, une scène horrible. Et il tenait le couteau. Je crois, non? Je crois qu'il a réussi à arracher le couteau de la main de mon frère et il a pu, non? Demander de l'aide? Il s'est enfermé, le garçon a dit « Ce frère veut me tuer ». Alors je suis sortie avec lui sur le balcon et j'ai demandé « Pourquoi tu as fait ça ?» Il a dit « Je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière ». La police a été appelée et Gabriel a été arrêté sur place. Mais cela n'est arrivé qu'après qu'il ait été agressé et presque lynché par les voisins et les habitants, révoltés par le crime. Lucas a été emmené à l'hôpital Ferreira Machado, où il est resté hospitalisé et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. La blessure la plus grave qu'il a subie était une coupure au visage, au niveau de la joue, qui a dû être reconstruite. Il n'a été hospitalisé que 4 jours et est sorti le 5 décembre. Et je dis seulement parce que, vu ce qu'il a traversé, il aurait pu rester beaucoup plus longtemps à l'hôpital ou, dans le pire des cas, ne jamais sortir de cette maison vivant. Au commissariat, Gabriel a affirmé n'avoir aucun problème avec Maria Eduarda ou Lucas. Il a aussi dit ne rien ressentir pour elle. Mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait commis le crime, il a répondu que depuis l'enfance, il voulait tuer quelqu'un pour savoir ce que cela faisait. Il a simplement profité de l'occasion. Pendant tout le temps, il est resté froid et sans aucun signe de remords lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tenté de prendre la vie de Lucas.
Il a dit avoir vu sur le téléphone de Maria Eduarda qu'elle avait prévenu son petit ami qu'elle irait chez lui récupérer le livre. Par crainte d'être découvert, il a aussi tué Lucas. La commissaire chargée de l'enquête, Madeleine Dickman, a déclaré lors d'une conférence de presse le jour du crime que, selon la famille, Gabriel était un jeune homme calme, mais qu'il avait changé après la pandémie. Nous avons demandé à la famille s'il avait déjà eu des antécédents de violence. La sœur, qui a d'ailleurs aidé à sauver la vie de la deuxième victime, a dit qu'il était un garçon tranquille, mais qu'après la pandémie, il était devenu très silencieux, très réservé. Il a commencé à jouer à Grand Theft Auto, il est devenu très assidu à ce jeu, et que parfois, quelque chose à l'école le contrariait. Il disait « Ah, j'ai envie de tuer ces gens », mais la famille n'a jamais cru que c'était vrai. Il y a des informations qui n'ont pas encore été officiellement ajoutées au dossier, mais ce garçon a déjà fait l'objet d'une enquête pour une tentative de massacre. Dans ce collège à San Juan d'Abarra, il a nié lors de sa déposition. Mais sur place, des policiers militaires ont entendu des personnes dire qu'il y avait une rumeur généralisée, que ce jour-là des gens étaient absents, que des élèves avaient manqué les cours au collège. Et que cela aurait été imputé, non pas au message qui avait été posté sur Google, mais cela aurait été imputé autrement. Il a nié, il a dit que c'était des bêtises et qu'on disait ça parce qu'il était très réservé. Mais le fait est que sa sœur confirme que lui, Milares, disait qu'il avait envie de tuer des gens. Y compris lors d'un entretien informel, juste après le témoignage, il a dit ceci, qu'à un moment de sa vie, il avait un chat auquel il tenait beaucoup, et que ce chat s'est enfui avec une chatte, et que cela lui a déplu, alors il a enterré le chat vivant. Donc, comme ça, on remarque que c'est une personne qui a un certain déséquilibre émotionnel, mais ce déséquilibre émotionnel n'est pas attesté, donc à ce moment-là, je ne peux pas dire qu'il existe ce déséquilibre. Cela sera un fait examiné dans le cadre judiciaire et il sera poursuivi, comme je l'ai dit, pour ces crimes qui ont été mentionnés. Il s'est auto-dénoncé comme incendiaire. Il a expliqué que pour relâcher la pression, il recherchait des maisons inhabitées et y mettait le feu à de la poudre, des appareils électroménagers ou du carton. Nous avons posé la question à la famille, qui n'est pas au courant. Il nous reste encore beaucoup à faire. Voir ce qui est vrai dans sa déposition parce qu'il est assez froid. Il tient à témoigner. Il n'hésite jamais à admettre sa participation, son intervention. C'est même une tendance. Il y a des études qui montrent que les personnes qui commettent un crime de cette manière intentionnelle aiment toute la publicité qui en découle. À partir de son arrestation, donc, tous ces faits doivent être vérifiés. Ceci est une enquête préliminaire et, comme je l'ai dit, elle devrait se poursuivre au siège de la ville de Paraná. Lors de cette même conférence de presse, la commissaire a également expliqué pourquoi l'affaire n'a pas été reconnue comme un féminicide. Ce n'est pas un crime de féminicide, car il ne s'agissait pas d'une violence de genre. Il voulait tuer quelqu'un et la personne choisie a été la victime, âgée de 17 ans. J'ai demandé s'il y avait une raison particulière pour que ce soit elle. Il a répondu qu'il ne l'aimait pas, ni ne savait s'il l'aimait, mais qu'ils aimaient tous les deux les histoires de tueurs en série. D'ailleurs, le livre qui a été saisi chez lui était un livre sur les tueurs en série qu'ils aimaient tous les deux. Selon les informations, ils aimaient les histoires policières et, d'ailleurs, tous les deux disaient qu'ils voulaient devenir enquêteurs de la police civile. Donc, ce jour-là, il a tué la victime de façon préméditée, en lui tendant un piège. Il a asphyxié la victime et, en ce qui concerne le petit ami de la victime, on constate qu'il a aussi attiré le petit ami dans une embuscade. Mais ici, c'était pour assurer l'immunité. Parce qu'au moment où il a vu que ce message était arrivé sur le téléphone du garçon, il savait que toute cette histoire qu'il avait planifiée serait révélée.
En ce qui concerne l'information selon laquelle la sœur de Gabriel a déclaré que le jeune homme jouait beaucoup à Grand Theft Auto pendant la pandémie, cela peut amener certaines personnes à penser que le jeu a pu influencer son comportement. Pour mieux illustrer, voici un extrait de l'interview de la docteure Rosangela Monteiro avec Beto Ribeiro, en 2024, en parlant de l'affaire et en soulignant ce sujet. Nous sommes sans cesse bombardés de choses. Bien sûr, tu réagis d'une certaine manière à tout ce que tu vois. Des films extrêmement violents, des jeux sur Internet, des jeux violents, de mort, de sang, des livres. Ah, donc ça veut dire que tu as déjà une personnalité faite pour tuer, pour faire ce genre de choses. Pas nécessairement, tu peux t'intéresser à tout ça, c'est un sujet fascinant pour moi, mais tu peux aller dans une direction totalement différente. Je veux étudier et combattre ça, comprendre pourquoi pour agir. Je veux une profession. Je souhaite jouer un rôle en criminologie et criminalistique pour y travailler et sensibiliser les gens afin d'éviter ces situations. La réaction peut être totalement différente. Ça va arriver. Ce livre m'a influencée. Pourquoi elle ? Elle a déjà une personnalité influencée par ce type de livre et par ce qui se passe dans les feuilletons. Ah, et la télévision, les gens, j'en arrive déjà à la conclusion que les livres, la télévision, le théâtre, les feuilletons, les séries, vous savez, parfois la réalité est encore plus cruelle. La réalité l'est davantage et n'a aucune limite. Elle n'a pas de limite. Dans une fiction, tu dis non, c'est trop. C'est trop pour alors. Ah, il a été influencé par le jeu. Il a été influencé parce qu'il a une personnalité qui se laisse influencer ou qui aime ça d'une manière différente. Parce que des millions de personnes regardent le même feuilleton, la même série, le même film, lisent. Combien de milliers de personnes aiment ce thème du true crime, aiment les livres, c'est comme ça, et ne sortent pas tués pour autant. C'est la même chose avec la fantaisie. Le fait de fantasmer sur quelque chose ne veut pas dire que vous allez le faire, c'est très différent. L'individu qui fantasme et qui ensuite passe à l'acte, c'est une autre histoire. La cruauté raffinée révélée par l'enquête interroge sur l'état psychologique du suspect. À l'école, à un moment, il restait silencieux, isolé, sans rien faire ni parler à personne. La directrice, tu vois, de l'école a dit qu'il avait besoin d'un suivi psychologique, mais il n'a pas voulu, tu vois, il n'a pas voulu. On lui disait, oui, vas-y, c'est mieux que tu y ailles, tu vois, pour que tu puisses raconter ce que tu ressens, tout ça, mais il n'a pas voulu, voilà. On a fini par laisser tomber parce qu'il a commencé à beaucoup s'améliorer. On ne sait pas si tout ce qu'il a fait était de la comédie, si tout, mais ça n'en avait pas l'air. Les sourires qu'il avait ici à la maison étaient spontanés, ça ne semblait pas être de la comédie. Alors, nous, la famille, on est sous le choc parce que ce n'est pas le Gabriel qu'on connaissait. Certains m'ont même spéculé que Gabriel et Maria Eduarda auraient eu une relation et que la rupture l'aurait peut-être poussé à agir ainsi. Mais cette information a été complètement démentie, puisqu'il a été prouvé, après enquête, qu'ils n'ont jamais eu de relation amoureuse. Les premiers rapports de l'affaire concordent exactement avec les aveux de Gabriel au commissariat. Mais les examens de la nécropsie ont révélé certaines contradictions. Les examens révèlent que Maria Eduarda a été étranglée avec une corde ou un fil. De plus, les abus qu'elle a subis ont été commis de son vivant et non après sa mort. Une irritation sanguine dans la région génitale de la victime indique que l'acte a été commis de son vivant. Lors de l'expertise sur les lieux du crime, le livre promis à Maria Eduarda a été trouvé et saisi. Une brosse à cheveux électrique a aussi été retrouvée et son fil correspondait à la blessure sur son cou. L'enquête suggère que le crime était prémédité et que Gabriel aurait acheté le livre juste pour attirer Maria Eduarda. Il a même été suggéré qu'il n'avait aucun intérêt pour le true crime. Il s'est servi de cela uniquement comme d'un moyen pour gagner la confiance et l'admiration de sa future victime et, ainsi, réaliser son désir insensé d'ôter la vie à quelqu'un. Concernant l'intérêt de tuer Lucas, il n'existe pas d'analyse technique des raisons qui ont poussé Gabriel à faire cela. Mais l'affirmation selon laquelle il aurait eu pour objectif de couvrir le crime n'a pas de sens, puisque de cette façon, il aurait 2 homicides à dissimuler.
Gabriel, déjà majeur au moment où il a commis le crime, a été poursuivi pour homicide triple qualifié, y compris pour viol. L'expertise a confirmé que les abus ont eu lieu lorsque la victime était encore en vie. Homicide et profanation de cadavre pour avoir mutilé son sein, en plus de répondre également pour coups et blessures graves avec tentative d'homicide contre Lucas. Malheureusement, à ce jour, près de 2 ans après le crime, Gabriel attend toujours son procès, s'il a lieu cette année. Je vous tiendrai au courant aussi bien ici dans l'onglet Communauté que sur Instagram, à l'adresse @archivemystère, et j'inclurai également les informations dans la vidéo de mise à jour annuelle que je publie chaque mois de décembre. Maria Eduarda a été inhumée le samedi 2 décembre 2023 au cimetière Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-d'Abara. La veillée a eu lieu à la chapelle Sainte-Thérèse, quartier Villa Esperanza à Atafona. Des amis et des membres de la famille ont accompagné la cérémonie funèbre en réclamant justice tout au long du cortège, jusqu'au cimetière. Cette justice est toujours attendue à ce jour. Le 2 juillet 2008, la petite ville de Rio Brilhante, au Mato Grosso do Sul, s'est réveillée avec une nouvelle effrayante. Sur un terrain vague, on a retrouvé le corps du maçon Catalino Gardena, âgé de seulement 33 ans. C'était un homicide, et la victime avait aussi des caractéristiques très intrigantes. Il était en position de crucifixion et sur son corps était gravé le mot « Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum », acronyme d'une phrase en latin qui signifie « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Dans une ville de moins de 40 000 habitants à l'époque, l'affaire a naturellement choqué toute la population. La police n'avait pour seule piste que la victime pour tenter de retrouver le responsable, et ils n'avaient aucune idée de qui avait fait cela ni pourquoi cela s'était produit. En enquêtant sur qui était Catalino, ils n'ont découvert que des informations banales. Une personne humble, homosexuelle et, malheureusement, alcoolique et consommatrice de drogue. Et je souligne ces 3 caractéristiques parce qu'elles ressemblent beaucoup à celles de la deuxième victime, qui a été retrouvée presque 2 mois plus tard, le 24 août. La pompiste Laeticia Neves de Oliveira, âgée de 22 ans, a été retrouvée sans vie, nue, sur une tombe au cimetière. Le rapport médico-légal indique qu'elle est morte étranglée. Et même si, cette fois, il n'y avait aucun signe de coup de couteau, la position du cadavre était exactement la même que celle dans laquelle Catalino a été retrouvé. Crucifixion, mais cette fois, un crucifix a été laissé sur son cou. Si le premier meurtre a choqué la ville, le second a semé la panique et attiré l'attention nationale. Dans les journaux, le criminel avait déjà un surnom, le maniaque de la croix. Le 3 octobre, Gleice da Silva, 13 ans, a été retrouvée morte dans un terrain vague, le visage marqué d'ecchymose. Positionnée en forme de croix, entourée de dessins de crucifix faits avec des papiers, ainsi que de lettres éparpillées qui, une fois réorganisées, révélèrent le mot « enfer ». Ce qui surprenait avec cette 3e victime, c'est l'absence d'antécédents de drogue ou d'identification homosexuelle, contrairement aux autres. Donc malgré certaines similitudes, le schéma avait été brisé. Bien que personne n'ait la moindre idée de qui cela pouvait être à ce moment-là, il n'était déjà plus surprenant que la même personne puisse être derrière les 3 affaires. Avec le chaos installé, la police n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer officiellement la chasse à un tueur en série. Une personne s'est rendue au commissariat pour déposer plainte. Elle s'appelait Carla, 17 ans, et a déclaré que le 26 septembre, une semaine avant la découverte de la dernière victime. Elle était allée à un concert pour l'anniversaire de la ville et devait ensuite attendre que des membres de sa famille viennent la chercher. Cependant, elle a disparu pendant quelques heures, abordée près d'une cabine téléphonique sans que personne ne voie quoi que ce soit. Un homme en manteau à capuche, cachant ses cheveux et partiellement son visage, a plaqué un couteau sur son ventre et l'a forcé à s'éloigner avec lui. Pendant qu'il marchait,
l'étranger répétait sans cesse qu'il la libérerait de ses péchés et qu'il l'enverrait au paradis. Finalement, il a trouvé une maison en construction et c'est là qu'une sorte d'interrogatoire a commencé. Tu crois en Dieu? Oui, je suis catholique. Tu es vierge? Oui. Préférence homme ou femme? Des hommes? Combien as-tu eu de petits amis? Aucun. Et toi? Tu crois que quelqu'un voudrait sortir avec moi? Oui, pourquoi pas? Tu es très naïve. Je suis sorti pour tuer une garce et je t'ai trouvé. Carla a essayé de rester forte tout le temps, elle ne voulait pas montrer de faiblesse ni paraître trop sûre d'elle non plus. Parmi les questions, le criminel parlait principalement d'orientation sexuelle, de valeurs sociales et de famille. À la fin, il a décidé que la jeune fille était une personne pure et, pour cette raison, il a pensé qu'il devait la libérer. Mais pas sans lui avoir promis auparavant qu'il reviendrait l'attaquer, ou un membre de sa famille, si jamais elle parvenait à raconter à quelqu'un ce qui venait de se passer. Dans les jours qui ont suivi, Carla a vécu dans la terreur. Elle avait peur de sortir seule de chez elle, mais elle a gardé secrète cette rencontre avec le maniaque jusqu'à ce que la victime suivante soit retrouvée. C'est alors qu'elle a compris que, si elle restait silencieuse plus longtemps, de nouvelles victimes pourraient apparaître. Mais malheureusement, tout ce que je viens de raconter, c'était tout ce qu'elle avait à dire. Carla n'a pas pu bien voir le visage du jeune homme parce qu'il faisait sombre, et elle ne savait pas à quoi ressemblaient ses cheveux, car il ne retirait jamais sa capuche. La seule chose qu'elle savait, c'était à peu près sa taille et sa voix, qui semblaient être celles de quelqu'un d'environ 17 à 20 ans. En analysant les profils des victimes sur les réseaux sociaux, une piste a émergé dans les commentaires de deuil liés à la mort de Gleiss. L'un d'eux a tiré l'attention. Un message laissé par le profil Dogel 666 ou Chien de l'enfer 666 disait ceci: les morts ne reçoivent pas de scripts, bande de malades. Scripts, pour ceux qui n'ont pas connu l'époque d'Orkut, c'est ainsi qu'on appelait les publications sur ce réseau social. Et ce n'est pas seulement ce commentaire insensible qui a attiré l'attention de la police, les communautés auxquelles le profil appartenait aussi. J'adore les cadavres, je suis sataniste, mort au gothique salope, cimetière, ma seconde maison, etc. Le profil de cette publication appartenait à un jeune homme déjà connu de beaucoup, Jonathan Celestrino, le garçon gothique de la ville. Pourtant, ces éléments n'étaient pas suffisants pour l'accuser, la police avait besoin de preuves plus concrètes. La police avait déjà le relevé des appels passés depuis les téléphones des 3 victimes. Et même s'ils n'avaient rien trouvé d'étrange auparavant, maintenant ils avaient une piste solide. Dans le rapport des appels du numéro de Gleiss, la police a remarqué qu'un numéro l'avait appelé plusieurs fois pendant la nuit du meurtre. Et ce numéro était le même que celui lié au compte Orkut de l'utilisateur Dogel 666, qui par chance pour la police était public dans l'onglet d'information du profil. C'est ainsi que la police a officiellement trouvé son premier suspect. Jonathan Celestrino est né en 92, à Rio Brillante, la même ville où tous les crimes ont eu lieu, et il est le fils d'une enseignante du réseau public. On n'a pas d'informations sur son père, et on sait seulement qu'il n'a pas eu une enfance très confortable d'un point de vue financier. Menant une vie modeste dans une maison simple, élevée uniquement par sa mère et une tante qui venaient régulièrement à la maison. À l'adolescence, Jonathan a laissé sa personnalité gothique s'exprimer. À partir de 14 ans, il a commencé à écouter du heavy metal, à porter des vêtements plus noirs, à se maquiller avec des ombres à paupières et des rouges à lèvres foncés, et à faire des promenades insolites dans les cimetières. Le jeune homme était rejeté par beaucoup à cause de sa personnalité, d'autant plus qu'il vivait dans l'intérieur d'un État, dans un endroit où rien de tout cela n'était considéré comme normal. En conséquence, le jeune homme errait seul dans les coins et n'avait pas d'amis. Du moins pas dans le monde réel, puisque sur Internet, il passait beaucoup de temps dans les communautés d'Orkut, où il correspondait avec certaines personnes et avait même une petite amie virtuelle.
Catalino, la première victime, était justement son voisin. Le lendemain de sa découverte, la police a frappé chez Jonathan pour obtenir des infos sur le quartier, mais lui et sa mère ont affirmé ne rien savoir. Même pendant la terreur dans la ville, avec un tueur en série en liberté, Jonathan continuait à faire ses longues promenades et sorties nocturnes sans se soucier du danger. Sa mère n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, mais elle n'osait pas le questionner car parfois, une simple question pouvait le mettre hors de lui. Le jeune homme avait une personnalité difficile et un tempérament changeant. Il aimait passer une grande partie de son temps dans les cimetières, assis sur des tombes et restant isolé au milieu du silence de la mort et de l'obscurité. À la maison, il passait la plupart de son temps enfermé dans sa chambre, un endroit où même sa mère n'était pas autorisée à entrer, sans se douter que cette interdiction visait à empêcher que ses secrets les plus sombres ne soient découverts. Sur Orkut, sous le pseudonyme de Dogel666, Jonathan publiait des photos de lui, parfois des selfies, parfois posant sur des tombes, ou encore certains de ses dessins macabres. À 16 ans, il a publié un message sur le profil de Glacy via ce réseau social, ce qui a tout déclenché. Les soupçons de la police sont nés dans la nuit du 9 octobre, lorsqu'ils ont frappé à la porte de Jonathan. Cette fois, pour la deuxième fois, ce n'était plus pour demander des informations, mais bien pour trouver des indices. La police, munie d'un mandat, est allée directement dans la chambre du jeune homme. En fouillant toute la pièce, la police a trouvé des coupures de journaux sur le maniaque de la Croix, ainsi que plusieurs magazines pour adultes. Des gants, des couteaux et des canifs encore ensanglantés, ainsi que des vêtements, des accessoires et d'autres objets appartenant à toutes les victimes, y compris le téléphone portable de Glacy et une liste avec le nom des personnes déjà assassinées par lui. Et pour ajouter à la folie des objets trouvés dans cette pièce, une photo du maniaque du parc était collée au mur de la chambre. Emmené en garde à vue, Jonathan a avoué les 3 crimes dès le premier interrogatoire, sans montrer le moindre remords et avec un sang-froid qui a stupéfié toute l'équipe d'enquête. Bien qu'il ait eu pour objectif de surpasser les victimes du maniaque du parc, sa motivation était de purifier les gens à travers un jugement, car, de son point de vue, il ne vivait certes pas selon ses croyances. À la fin, il la plaçait en position de croix afin qu'elle puisse rencontrer Dieu et être libérée de ses péchés. Étant mineur, la peine maximale que Jonathan pouvait purger, selon les lois brésiliennes, était de 5 ans de réclusion, dans une unité pénitentiaire pour jeunes, avec soutien psychologique et réhabilitation sociale. Et c'est cette période qui a été fixée pour lui, pour 3 morts, 5 ans de prison. Il a été emmené à l'unité éducative d'internement de Ponta Porã à Campo Grande, à près de 200 km de sa ville natale. Par crainte de représailles, sa mère et sa tante ont déménagé. À l'unité éducative, il vivait isolé, mais il avait un bon comportement et de bonnes notes à l'école, étant considéré par les éducateurs comme un excellent élève. D'ailleurs, il remettait les meilleurs travaux de la classe. Cependant, en 2013, à l'âge de 21 ans, quelques mois seulement après avoir terminé 5 ans de sa peine, Jonathan était encore en prison et il a alors tout simplement décidé de s'évader et il y est parvenu. Il faut souligner qu'en théorie, il aurait dû être libéré ayant déjà purgé sa peine. Cependant, son dossier reste aujourd'hui couvert par le secret de la justice. À un moment donné, au cours de ces 5 années, une réévaluation clinique l'a déclaré inapte à la vie en société et pour cette raison, sa détention est devenue d'une durée indéterminée. Son évasion a déclenché une alerte dans tout le Brésil ainsi que dans les pays frontaliers de l'État comme la Bolivie et le Paraguay. Après un mois, une dénonciation anonyme précise a permis de le retrouver. Jonathan se trouvait dans une pension de la ville de Horqueta, au Paraguay, travaillant, prenant des cours d'espagnol et menant une vie pratiquement normale. Lorsque la propriétaire de l'établissement a été interrogée par la police sur le séjour du jeune homme,
Elle a indiqué qu'elle avait reçu le paiement à l'avance effectué par 2 femmes qui lui rendaient visite fréquemment, identifiées plus tard comme étant sa mère et sa tante. Après avoir été capturé, on a découvert que Jonathan était en possession de billets troublants, dont l'un disait que tous les catholiques devaient démourir. Sur son téléphone portable, des messages ont révélé un rendez-vous avec un adolescent de 14 ans, prévu pour cette même semaine. Extradé vers le Brésil, Jonathan a de nouveau été arrêté alors qu'il était encore détenu au commissariat. Il a failli être tué par une balle tirée par un policier qui a effleuré son visage. L'épisode a été jugé et ce policier a reçu une lourde peine. Puisque, même s'il a été considéré que c'était un accident, entre guillemets, ce n'était pas vraiment un accident. Le policier menaçait le jeune homme depuis des jours, en pointant son arme sur lui. Par décision de justice, Jonathan a été transféré dans une aile psychiatrique de l'Institut pénitentiaire de Campo Grande, où il se trouve encore aujourd'hui. Là-bas, il a utilisé la salle d'études à distance pour suivre une formation en gestion environnementale à l'Université catholique Dom Bosco, obtenant ainsi son diplôme. En mai 2023, le Conseil national de la justice a publié une résolution établissant la fermeture de tous les hôpitaux de garde du Brésil d'ici mai 2024. Ces hôpitaux, également connus sous le nom de asiles judiciaires, des institutions réservées aux criminels souffrant de troubles mentaux, accueillaient peu des détenus comme Jonathan. À cause de cela, aujourd'hui, il est simplement incarcéré et ne reçoit aucun type de traitement concernant la santé mentale. Âgé de plus de 30 ans, il passe désormais davantage de temps à l'isolement qu'en dehors de sa cellule en raison de punitions récurrentes. Il n'a pas le droit de sortir dans la cour avec les autres détenus en raison de ses fréquentes altercations avec les prisonniers et les agents pénitentiaires. Dans l'un des épisodes les plus récents rendus publics, survenu en septembre 2024, il a jeté un seau contenant sa propre urine et ses excréments sur l'un des agents de la prison. La situation de Jonathan met au défi le système judiciaire et carcéral du Brésil, qui n'est plus qualifié pour traiter ni même garder des détenus comme lui. Son avenir est incertain, surtout après que le gouvernement a fermé les hôpitaux de garde. Il est maintenu en détention sous une ordonnance à durée indéterminée. Autrement dit, si l'État ne régularise pas sa situation, Jonathan peut être libéré à tout moment. Ce que nous allons rapporter ci-après est basé sur la version officielle de l'enquête policière de l'affaire. Dans les dépositions du père de Marco Aurelio, Ivo Simone, et de Juan Bernabel, le chef du groupe de scouts. Marco Aurelio, né le 16 janvier 1970, était l'un des 5 enfants d'Ivo et Neuma Simon et avait un frère jumeau nommé Marco Antonio. Dès leur plus jeune âge, les jumeaux s'intéressaient au mysticisme, au suspense et au mystère. Ils ont appris ensemble la langue des signes brésilienne et communiquaient souvent entre eux de cette manière. Laissant leurs parents curieux et sans comprendre ce qui se passait, les 2 frères sont même allés jusqu'à suivre un cours de détective, à l'insu de leurs parents. Marco Aurelio avait un problème de vue. Son œil gauche voyait à 5% et le droit à 40%. Cependant, cela n'a jamais été une raison de se plaindre. Marco Aurelio était joyeux, d'esprit, aventureux, sans peur. Les frères ont eu une enfance et une adolescence heureuses, tranquilles et, vers 10 ou 11 ans, c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert le scoutisme. Lors d'une occasion, le groupe de scouts d'Arariboia a campé chez la famille de Simon à Meriporã, dans l'intérieur de Sao Paulo. Et cela a éveillé la curiosité des frères, qui ont voulu participer aux activités de scoutisme du groupe et dormir sous la tente, en pleine nature. Ils se sont émerveillés de tout cela et ont demandé à leur père de pouvoir participer effectivement au groupe de scouts. Monsieur Ivo a consenti et, avec le temps, il s'est également impliqué dans les activités, devenant chef pionnier. Il aidait à l'entraînement des scouts.
Le temps a passé et le mois fatidique de juin 1985 est arrivé. Monsieur Ivo, en tant que chef, il participait à l'une des réunions du groupe, appelé Groupe des Scouts Olivetanos, lorsque Juan Bernabel, âgé de 36 ans à l'époque, le chef, a suggéré l'ascension du Pico do Marin. Lors de la réunion, il a été décidé que l'excursion serait accompagnée d'un guide local, Projet Ruberti. Les familles d'Ivo et de Juan étaient très amies et proches, à tel point qu'elles passèrent souvent les fêtes de fin d'année ensemble. Juan habitait à Guayanazes, très loin du métro, qui serait le lieu de rendez-vous avec les scouts pour l'excursion jusqu'au Pico do Marin. Alors, la veille au soir, Juan est allé dormir chez le père de Marco Aurelio, qui habitait plus près de la station de métro. Pendant le dîner, Ivo et Juan ont discuté. Demain, tout est bien confirmé, n'est-ce pas? Oui, tout est prêt. Comme je l'ai dit, je ne peux pas vous accompagner car j'ai un impératif au travail. Ne t'inquiète pas, tout est arrangé. Et n'oublie pas non plus d'emporter le guide avec vous. T'inquiète pas. Le lendemain matin, le 6 juin, un jeudi, Monsieur Ivo a accompagné Juan et Marco Aurelio jusqu'au métro, où ils ont retrouvé les autres scouts qui participeraient aux activités de ce week-end. Ils étaient en 4. Marco Aurelio, Osvaldo Lubeiro, Ricardo Salvione et Ramatis Rom, tous âgés de 15 ans. De là, ils sont partis vers la gare routière pour prendre le bus jusqu'à la ville de Piquete. À leur arrivée en ville, le groupe a rencontré Paolo Roberto, qui les a conduits en fourgonnette à la base du Pico do Marin, où vivait Afonso Xavier, le guide local qui devait accompagner l'expédition des scouts. Le groupe a installé le campement à la base dès leur arrivée, vers 14 h, et ils y sont restés pour le reste de l'après-midi et de la nuit. Ils ont dormi pour pouvoir, le lendemain, faire des activités de scoutisme servant d'évaluation pour les garçons. C'est donc le samedi matin, le 8 juin, que le groupe est parti pour l'expédition au Pico do Marin. Avant de quitter la base, Juan a entendu de la femme d'Afonso qu'il n'aurait pas le temps de les accompagner. Il n'a donc pas hésité à suivre le sentier sans guide. La présence d'Afonso était fondamentale, car il avait l'expérience nécessaire en tant que guide pour le parcours à effectuer. Pico do Marin, un point à 2500 mètres d'altitude. Aller seul dans un endroit nouveau, sans l'accompagnement d'un guide, finit par être une décision assez intrigante. Un autre fait curieux est qu'un autre groupe de scouts, qui allait également escalader le Pico do Marin, serait passé par la base. Ils ont invité le groupe de Marco Aurelio pour monter tous ensemble. Mais Juan a refusé la compagnie. Lorsque le groupe de scouts se trouvait à environ 1700 mètres d'altitude, vers 14 h, l'un des garçons s'est blessé au point que sa marche était compromise. Je ne peux pas dire si cette blessure est grave ou non. Par précaution, il vaut mieux qu'on fasse demi-tour, les gars. Il faut demander de l'aide. Je peux passer devant, baliser le chemin et ouvrir la voie. Si besoin, j'ai plus d'expérience. Juan a laissé Marco Aurelio retourner seul au campement en descendant le pic des Marins et ouvrant la voie. En marquant les pierres à la craie avec le numéro 240, le code d'identification du groupe. Juan a accompagné Marco Aurelio sur environ 100 mètres, où ils ont trouvé des pierres devant une bifurcation. Marco Aurelio a été orienté à suivre le chemin de gauche, même en sachant qu'il y avait des obstacles qui gêneraient le passage du groupe, avec l'un des membres blessé. Juan a rejoint les autres garçons et ils ont commencé à descendre. La région n'avait pas de végétation et était remplie de pierres, c'est-à-dire que la vue à distance n'était pas tellement compromise. 15 minutes après la séparation, on ne voyait déjà plus Marco Aurelio descendant le Pico do Marin vers le campement. À la bifurcation, un événement très étrange s'est produit. Allez à droite. Hein? Mais pourquoi? Marco a pris le chemin de gauche, et si on se perd? Ne t'inquiète pas, nos chemins se recroiseront. Comme règle de base de survie dans des endroits inconnus, il ne faut jamais séparer les membres du groupe. Pourquoi le chef, avec son expérience du scoutisme, a-t-il ignoré cela? Pourquoi Juan aurait-il choisi une voie différente de Marco Aurelio? Et si Juan trouvait de l'aide, comment Marco rejoindrait-il le groupe?
Les décisions prises par Juan étaient inhabituelles, mais les faits étranges ne s'arrêtent pas là. Le groupe a fini par se perdre en chemin et n'est arrivé à la base du campement que 16 heures plus tard, c'est-à-dire à 6 heures du matin le lendemain. Et Marco Aurelio était absent. Il aurait été logique que Juan aille chez Afonso, le guide local, à 50 mètres de la base, et demande le garçon. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Juan s'est reposé un peu au campement, puis il a laissé les garçons dormir pendant qu'il retournait seul à la montagne à la recherche de Marco Aurelio. 5 heures plus tard, Juan revient à la base sans aucune trace du garçon. Le chauffeur du minibus était déjà là pour ramener le groupe à la gare routière. Il a remarqué l'absence de l'un des garçons et a alors appris ce qui s'était passé. C'est alors que la police a été appelée et que des équipes de recherche se sont rendues sur place. Les garçons ont décidé de rester pour aider aux recherches, alors que les adolescents se préparaient à dormir après la deuxième nuit. Mais cette fois, près de l'endroit où Marco a disparu, ils ont entendu le son d'un cri qui a été suivi d'un coup de sifflet dirigé vers les broussailles. Sachant que Marco avait un sifflet parce qu'il était scout, ils se sont précipités vers l'endroit d'où venait ce son, ne voyant que des lumières bleues qui clignotèrent 3 fois. Le groupe a crié et sifflé des chansons, sans obtenir de réponse. Ce n'est qu'à 22 heures ce dimanche-là qu'Ivo a été informé de la disparition de son fils. Le père de Marco Aurelio avait de nombreux contacts à Lorena, près de Piquette, et il a lancé des recherches. Avec le soutien de la presse du Centre des Opérations Spéciales, le Centre des Opérations Spéciales qui a fini par compter 18 hommes, et des forces armées, par l'intermédiaire du 5e bataillon d'infanterie légère ou 5e bataillon d'infanterie légère de Lorena avec 180 soldats. 6 alpinistes des Agulha Negra ont également participé aux recherches. Des hélicoptères de la base aérienne de l'école des spécialistes de l'aéronautique de Guaratinguetá et un avion envoyé par le gouverneur de Sao Paulo, Franco Montoro. Malheureusement, les recherches n'ont pas abouti. Un an après la disparition de Marco Aurelio, en 86, Ivo et sa femme sont allés rendre visite au spirit Chico Xavier à la recherche de réponses. Chico, très connu, est respecté pour sa médiumnité et son contact avec les esprits désincarnés. Il a dit qu'il n'arrivait pas à communiquer avec Marco Aurelio et que, pour cette raison, il pourrait ne pas être mort. Depuis, Monsieur Ivo n'a jamais abandonné et voulait savoir s'il découvrirait ce qui s'était passé le 8 juin 1985. Cependant, après 5 ans d'enquête et sans aucune piste pour résoudre l'affaire, le dossier a été classé en 1990. Une théorie a été avancée par un commissaire qui a suggéré le possible engagement d'extraterrestres en raison du fait que le Pico d'eau marin serait supposément une région dotée d'un pouvoir magnétique. La théorie des lumières bleues est soutenue uniquement par le groupe de scouts qui a été témoin d'un tel phénomène. Afonso Xavier, qui a également été témoin de l'événement, n'était pas d'accord avec eux, affirmant que les lumières provenaient d'une maison éloignée de la région. La deuxième théorie est que Marco Aurelio aurait pu être tué par un animal sauvage dans la Serra da Mantiqueira. Cependant, le lieu de la disparition se trouve à plus de 1000 mètres d'altitude et est dominé par des rochers sans aucune végétation, ce qui ne soutiendrait pas l'hypothèse de la présence d'un animal prédateur dans la région, comme une ocelot ou un puma par exemple, des animaux de la famille des félins sauvages. Et même en considérant que cela aurait pu arriver, il serait improbable de ne pas trouver de traces du corps, puisque ces animaux ne consomment pas entièrement leur proie. Musique. Troisième théorie, Marco Aurelio se serait enfui. Cette hypothèse semble également très improbable, car il n'y a aucun indice qui aurait pu motiver une fuite. Et pourquoi précisément au sommet des marins ? Avec l'avancée de la technologie, et même avec un frère jumeau univitélin comme Marco, Aurelio resterait-il encore caché de la société jusqu'à aujourd'hui ? Même le père lui-même ne croit pas à cette hypothèse. Malgré tous les efforts de recherche, aucune trace de Marco Aurelio n'a été trouvée,
pas plus qu'aucun indice sur l'endroit où il aurait pu aller ou sur ce qui aurait probablement pu lui arriver. Immédiatement, les soupçons se sont portés sur Juan, le chef du groupe. Son comportement a été remis en question. La femme du guide a même nié que son mari ait dit à Juan qu'il n'irait pas sur le sentier. D'ailleurs, c'est elle-même qui avait préparé son casse-croûte. Elle a dit que c'est Juan qui a décidé de partir seul avec les garçons, sans l'aide du guide. L'hypothèse a été soulevée qu'il aurait tué le garçon et qu'après le retour des scouts à la base, il serait retourné dans les montagnes. Même Marco Aurelio, non pas pour essayer de le retrouver, mais plutôt pour se débarrasser du corps, ce qui pourrait expliquer l'absence totale de toute trace du garçon. Cela expliquerait aussi pourquoi il a choisi le chemin le plus long et non celui probablement emprunté par Marco Aurelio. Les enquêtes ont conduit à la découverte de certains antécédents de Juan qui avaient déjà été expulsés d'un autre groupe de scouts. D'autres témoignages évoquaient aussi la mauvaise conduite du chef, disant qu'il ne respectait pas le règlement scout. Il était autoritaire, menaçait les garçons, n'acceptait pas d'être réprimandé, et il aurait également agi de manière délibérée, menaçait les garçons et n'acceptait pas d'être réprimandé. Face aux soupçons, Juan a accepté de passer le détecteur de mensonges à la date fixée. Le commissaire Francisco Baltazar a affirmé qu'il avait subi une pression psychologique et que le résultat pouvait être faussé. Il n'y a jamais eu de preuve que Juan ait agi intentionnellement, et, pour cette raison, il n'a jamais été accusé ou arrêté. Récemment, en 2021, l'affaire a de nouveau attiré l'attention du public lorsque le commissaire Fabio Cabé a demandé à la justice de rouvrir l'enquête. Après que le père du scout, aujourd'hui âgé de 82 ans, ait contacté la police avec de nouvelles informations, selon ces nouveaux indices, son fils aurait été tué et enterré à un endroit où se trouve aujourd'hui une petite maison. Dans la zone où les scouts avaient décampé, à l'époque, dans la zone rurale de Piquette, une fille de l'ancien propriétaire du terrain, ce terrain désigné comme le possible lieu du supposé crime, aurait vu une zone ressemblant à une tombe, où elle pensait qu'il pourrait y avoir un lien ou un indice lié à l'affaire. Elle aurait essayé de creuser à l'époque, mais sans succès. La police s'est rendue sur place et l'opération a duré environ 17 heures. Le sol d'une des pièces a été identifié comme le lieu possible d'enterrement du garçon. Selon la police, ils ont décidé de creuser la zone après avoir identifié un matériau, avec le géoradar, un équipement qui possède plusieurs fonctionnalités, dont celle de détecter à l'aide d'ondes de rayons X s'il y a un matériau autre que de la terre dans le sol. L'équipement était calibré avec le couteau et la boucle de ceinture des scouts de l'époque. Et lorsqu'il a été passé sur l'endroit indiqué par le géoradar, il a identifié la présence de métal à cet endroit. La police a précisé que le matériau était à environ 40 cm de profondeur, mais la fouille n'a rien donné. Lorsque l'excavation a vérifié, le sol était déjà à environ 70 cm de profondeur. Aujourd'hui, en plus de l'hypothèse d'homicide, une seconde piste d'enquête envisage la possibilité que Marco soit vivant, mais en situation de rue. Des témoignages rapportent qu'il aurait été vu mendiant à Taubaté, São Paulo. La famille a demandé à des experts de réaliser une image vieillie du garçon avec des caractéristiques de sans-abri et l'utilise pour tenter de le retrouver de nos jours. Lors des nouvelles enquêtes, des audios ont circulé sur WhatsApp affirmant que Marco Aurelio avait été tué par un homme souffrant de troubles psychiatriques. Le commissaire dément cette version et demande de faire attention aux rumeurs et aux fausses informations qui circulent en ligne. Pour l'instant, rien n'a encore été trouvé qui puisse éclaircir la disparition de Marco Aurelio, qui dure déjà depuis plus de 35 ans. Après le décès de son épouse, Ivo poursuit seul et avec détermination sa quête de réponse auprès des autorités. Dans une interview à Géorne, Ivo a déclaré « Je suis immortel. J'ai 82 ans et j'ai une meilleure santé que vous. Je ne vais pas mourir. Tant que je n'aurai pas ces réponses, je ne sais pas quelle serait ma réaction si je rencontrais mon fils aujourd'hui. Mais si on découvre les ossements et qu'on prouve que ce sont les siens, pouvez-vous imaginer mon choc ? Ce serait un autre problème.
Qui a tué mon fils?